irrésistible. On va parler addiction au smartphone. Donc c'est un livre qui a fait parler de lui sur un sujet qui n'est pas encore hyper exploré, mais qui est pas mal d'actualité. Donc voilà, Irrésistible de Adam Alter, un professeur à la New York University School of Business. Toi, Georges, t'es addict au smartphone ou pas? Ouais, bah en vrai, moi, c'est un sujet qui m'intéresse vachement parce que bah, déjà, je bosse dans la tech et parce que je pense être addict, effectivement, pas spécialement au smartphone, mais aux écrans en règle générale. Oui, alors le Euh, livre, oui, excuse-moi, alors le livre est sur l'addiction aux écrans, effectivement. C'est pas, il y a un petit smartphone sur la couverture qui fait peur, mais c'est aux ouais, écrans. Ouais. ouais, c'est ça. Et je pense que c'est un sujet de société vachement important parce que enfin, moi, je l'observe chez moi et aussi chez les autres, tu vois. Et, Ouais. euh, et bref, on va avancer dans le truc, mais tu vois, genre, même pour les enfants et tout, je pense que c'est hardcore, tu Ouais, on va en parler. Mais ouais, enfin, moi du coup, c'est surtout chez les autres que enfin, comment dire, ça me fait chier chez les autres. J'avoue, après, ça me fait chier chez moi quand je me rends compte que j'ai perdu 3 heures de ma vie pour rien. Ça arrive parfois. Mais ouais, surtout, vois. on Ouais, va exactement. dire, ouais, vas-y, ouais. Et tu vois, genre, je pense qu'il y a un certain nombre de critères pour classifier un comportement comme étant addictif. Ouais, Je les ai pas spécialement tous en tête, mais tu vois, il y a un truc de genre, c'est compulsif. De ouais, c'est deux, ça. c'est genre, t'as essayé plus d'arrêter et t'y arrives pas. Mm. Euh, et de trois, tu sens que c'est néfaste pour ta santé ou pour ton bonheur, tu vois. Mm. Et tu vois, je trouve que moi, les écrans, ça remplit typiquement ces trois critères. Genre, je le fais sans m'en rendre compte. J'ai Mm. essayé plusieurs fois de réduire ma consommation d'écran, j'y arrive pas. Et je sais que c'est néfaste pour mes interactions sociales et pour mon bonheur. Ouais. Après, ouais, je pense qu'il y a un truc qu'il faut dire avant de commencer, c'est que je pense qu'on a, on a conscience de l'ironie, peut-être de faire un épisode sur l'addiction aux écrans, alors que genre on va le mettre sur, sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, mais je sais pas si c'est vraiment une critique qu'on peut faire, parce qu'en fait c'est vrai que les écrans ça a plein d'avantages, et en fait on va pas forcément en parler pendant l'épisode, donc en fait l'épisode, enfin je pense que c'est pas, le but c'est pas de parler de tous les avantages, c'est surtout de se demander en fait quand est-ce qu'on a atteint une sorte d'abus, quoi. Je sais pas comment le dire Ouais, mieux exactement. en intro. Exactement. Enfin, et puis le principe de l'addiction, ça remet pas en cause la consommation de Ouais, l'élément en tant ouais, que tel. Ça remet en cause juste la consommation excessive, compulsive et incontrôlée. c'est ça, Et néfaste, quoi. Et du c'est coup, ça. les écrans, très bien. Les mecs qui font des podcasts, c'est génial. Mais c'est juste que faut pas passer sa journée à faire ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc À regarder ça. en intro du livre, putain, j'ai renversé ma bière. En intro du livre, il va citer Scarface, je crois que c'est Scarface, hein, qui dit ne jamais dépendre de sa propre cam. Donc ça c'est l'intro du livre. En fait, pourquoi il dit ça? Parce qu'en Ah fait, oui, mais t'as c'est connu, deviné? c'est. Non, mais c'est une phrase, enfin une expression en anglais qui est vachement connue, c'est Don't get high on your own supply. Mm, 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 Et c'est une expression de dealer à la base, tu vois. mm. Genre, Don't get high on your own supply. C'est genre, si tu veux faire du bif, bah, vaut mieux la vendre que de la consommer, quoi. Et pourquoi il dit ça en fait? Parce que en fait, il dit bah voilà, en 2010, Steve Jobs introduit l'iPad au monde et il dit ouais, on peut faire tout un tas de trucs, tout le monde devrait avoir un iPad, tout ça. Et en fait, pourtant, il laisse pas ses enfants en utiliser un, tu vois. Et en fait, c'est pas une exception. C'est-à-dire que l'auteur va citer tout un tas de fondateurs et CEO de grandes entreprises de tech qui appliquent en fait la même règle avec leurs enfants. Et souvent, se l'applique aussi à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils interdisent à leurs Hein. enfants d'avoir ce genre d'interaction avec certaines applications et certains écrans. Et tu sais, il y a un truc qui est assez connu aussi parmi les gars de la tech, c'est je crois que ce qu'on appelle le light phone, et c'est un espèce de téléphone smartphone, mais qui fait rien en fait, tu vois. Ouais. Tu peux Bah, en juste fait, appeler. ouais, c'est ça. Bah, en gros, c'est ça s'appelle l'iPhone, ça s'appelle dumb phone, Mm. à l'inverse du smart, tu Mm. vois. Mais en fait, c'est un truc qui, globalement, par sa simplicité et par le fait qu'on n'a pas mis toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il y a, du coup, c'est beaucoup moins addictif, tu Ouais. vois. Mais oui, ouais, et sur le truc de genre, oui, les grands de la tech, enfin, il y a beaucoup de gens dans la tech qui ont une vision assez pessimiste des écrans et qui, du coup, eux, dans leur vie personnelle et dans leur vie familiale, ils restreignent grandement l'utilisation d'écran. C'est vrai et ça se voit beaucoup.
Et c'est le classique, fais ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Ouais. Tu vois. Donc voilà, ouais, il dit Facebook a un fil d'actualité infini, Netflix, ça, tu sais, ça passe à l'épisode suivant tout seul. Le truc infernal où t'es obligé de te jeter sur la télécommande, c'est vraiment hardcore. Il cite aussi Tristan Harris, qui est un gars Ouais. cool, là, qui est un ancien éthicien chez Google et qui est auteur du documentaire là, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, The Social Dilemma en anglais. Et c'est genre trop bien comme documentaire, je pense que tu l'as vu. Ouais. Mais en fait, derrière le truc, c'est de dire, en fait, c'est un truc qu'on réalise de plus en plus, c'est de dire que toutes ces applications-là, Hmm. quel que soit le device, quel que soit l'équipement sur lequel tu les consultes, c'est des applications qui sont conçues pour que tu restes le plus longtemps possible dessus. Ouais, ouais. Euh, et en fait, c'est hyper intéressant parce que pour voir, en gros, est-ce que c'est problématique ou pas, il y a plusieurs trucs, mais c'est souvent, pour moi, ce qui révèle réellement l'intention des entreprises, c'est quoi leur moyen de monétisation, tu vois. Hmm. C'est-à-dire d'où est-ce qu'elles chopent leur thune, globalement. Et en fait, pour voir euh, le, l'objectif réel d'une boîte, c'est tu dis d'où est-ce qu'elle chope sa thune. Hmm. Et en gros, il y a énormément d'entreprises très connues de la tech qui chopent leur thune. Une grande partie de leur business est liée au temps passé sur Hmm. l'application. Donc, notamment, c'est des métriques assez connues, genre, tu as daily active user, tu as average spent, average time spent, etc. etc. Et en fait, tu as tout un tas donc, de réseaux sociaux, donc notamment Facebook, Instagram, euh, et de plateformes de streaming, Netflix, etc., où leur métrique phare de succès, Ouais. c'est le temps passé sur l'appli, et c'est le nombre de gens qui passent et le temps passé. Et après, tu as en troisième truc le taux d'engagement, le nombre d'interactions. Et du coup, Et, tu te dis, OK, et du coup, cette boîte, genre, ses revenus sont directement corrélés au temps que les gens passent dessus. et, Et voilà, à partir de là. et du coup, ouais, par rapport au temps passé, en fait, ce que Tristan Harris explique dans le documentaire, là, derrière nos écrans de fumée, c'est que, en fait, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il explique qu'il y a pas mal de gens, ça les fait chier de donner leurs données, tu sais, que les entreprises vendent leurs données, fassent des trucs avec. Mais plus pour des raisons de vie privée, tu vois, où j'ai pas envie que les gens sachent que je suis allé à Carrefour le lundi matin ou je sais pas quoi. Alors que, tu vois, j'ai toujours eu du mal, je suis toujours dit, ben, en fait, on s'en fout un peu. Et en fait, ce que Tristan Harris, il explique assez bien, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font de toutes ces données, en fait? Toutes ces données, ils les utilisent pour créer un espèce d'avatar de toi, en fait. Voilà, toi, t'es le mec qui regarde ça, qui aime ça, qui fait ci, qui fait ça. Et en fait, vu que des avatars qui sont comme toi, en fait, dans le monde, il y en a 50 millions. 50 millions, je dis un chiffre au pif, hein. Mais en fait, vu qu'il y en a plein, en fait, avec toutes ces données-là, en fait, ils sont capables de te faire rester en fait un temps complètement délirant sur leurs applications. Parce qu'en fait, à l'aide de machine learning, ils vont aller de plus en plus dans le détail. Qu'est-ce qui va faire que la personne va pas lâcher le truc? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va continuer à scroller? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va cliquer, qu'elle va être engagée? Tout ça. Et donc, ce qu'il explique vachement bien, Tristan Harris, c'est que c'est pour ça, en fait, que d'avoir un grand nombre de données sur une personne peut être dangereux, en fait, sur l'engagement, en fait, justement. Ouais, exactement, c'est ça. C'est genre, bon, en fait, lâcher plein de données sur son comportement et sa vie privée, ça a pas mal, ça peut avoir plein d'inconvénients. Et Mm. effectivement, un des inconvénients dont le grand public n'est pas très au courant, c'est effectivement cette capacité à connaître tes goûts parfaitement et à te servir précisément ce qui va te faire kiffer. En C'est gros. ça. Euh, et en fait, pourquoi c'est problématique? C'est que du coup, ça accroît grandement ton usage de la plateforme en question Mm. et de manière irrationnelle, en fait. Ouais. Parce que juste, ils te connaissent mieux que toi-même, tu vois. Et Bah, en fait, et effectivement. Ouais, pardon. Bah ouais, là, en fait, il cite une personne qui avait accumulé 80 000 euros de dette sur Amazon avant de se faire remarquer par ses proches. Tu vois, il dit que c'est pas des addictions qui se voient assez très vite, tu vois. Faut un peu de temps avant de les voir. Il parle d'un autre gars qui présente très bien, qui a beaucoup de succès dans sa vie professionnelle et familiale et tout. Mais le gars regardait ses mails 100 fois par jour, tu vois, par exemple, tu vois. Et Ouais. vas-y, ouais. C'est ça le truc, c'est que, en fait, pourquoi, enfin, moi, je pense que bon, après, aux États-Unis, ça commence à prendre de plus en plus de l'ampleur, mais je pense que c'est un problème de société qui est fortement sous-estimé aujourd'hui. Euh,
pour deux raisons. Principalement, c'est parce que c'est des trucs que tu fais souvent quand tu es seul, Mm. genre consulter tes mails, etc. Donc en fait, ton entourage, il sait pas nécessairement à quelle fréquence tu consultes tes mails, etc. Mm. Donc, donc en fait, il y a une difficulté de remarquer l'addiction chez les autres parce que tu sais pas précisément à quelle fréquence il le fait, de un. Et de deux, c'est que c'est socialement accepté, en fait. Genre, Ouais, j'avoue, ouais. genre c'est socialement accepté d'être derrière son ordi, c'est socialement accepté d'être derrière son smartphone. Et donc, tu vois, il y a deux trucs qui font que les gens, que soit l'entourage ne sonne pas l'alerte, soit toi-même ne sonne pas l'alerte, tu te rends pas compte. Et il y a un truc. Ouais, vas-y. Ouais, je voulais juste revenir sur cet aspect d'avatar là parce que c'est un truc hyper important. Enfin, une fois que tu comprends pas mal de trucs. C'est clair. Et je trouve, et moi, je m'en rendais pas compte et je trouve ça vachement intéressant. Et c'est la même chose avec les plateformes. Bah, en fait, l'exemple le plus facile à avoir, je pense, pour nous, enfin, les jeunes, c'est genre les plateformes de streaming musical. Mm. Genre sur Spotify ou sur Deezer, ils te font souvent une playlist qu'ils construisent en fonction de tes goûts. Ils te disent genre, ah, c'est la playlist de Discover. Donc cette semaine, donc toutes les semaines, par exemple, Spotify, il te fait une playlist qui s'appelle Discover Weekly, où il te fait découvrir des chansons qui sont susceptibles de te plaire. Et c'est fabuleux le nombre de gens à qui j'en ai parlé. Ils m'ont dit, mais ouais, mais ma Discover Weekly, elle est tellement bien faite. À chaque fois, il y a 90% des chansons qui me plaisent, etc. Je comprends pas comment ils font, etc. Et en fait, ça, c'est typiquement, ils trouvent ton sosie. En fait. C'est ça. Ouais. En gros, ils voient ton historique de consommation de musique, genre à quelle heure tu consommes de la musique, à quelle fréquence, quel artiste, quel genre et quelle chanson précisément. Et ils voient tous les gens dans le monde qui ont un historique de consommation de musique similaire au tien. Et du coup, il y en a nécessairement, vu qu'ils ont des bases d'utilisateurs énormes. Donc en fait, des Georges, il y en a à peu près 15 000. Tu vois, comme ça. Ouais, En fait, ouais. personne, il y a 15 000 Georges, et après, ils voient du coup, ok, les 14 999 autres Georges, qu'est-ce qu'ils ont écouté que Georges n'a pas encore écouté Qu'est-ce qu'ils ont écouté beaucoup. Et du coup, ils te la foutent dans ta weekly, et c'est effarant comment c'est efficace. Genre, juste moi, j'adore, et c'est à la fois beau dans le sens où c'est hyper efficace, et c'est à la fois un peu triste parce que t'es là, en fait, j'ai rien d'unique, quoi. Bah, en fait, il explique pas. Lui, l'exemple qu'il donne dans le livre pour comprendre un peu comment ça marche, il donne l'exemple d'un développeur de jeux vidéo, tu vois, qui te fait faire une mission où t'es à la plage avec telle musique, avec tel background, je sais pas quoi, avec voilà, une telle fioriture, et il va faire jouer 50 000 personnes dessus. Il va mesurer le temps où ces personnes vont jouer. Et après, il va changer un paramètre, tu vois, au lieu de faire un truc à la plage, il va faire un truc dans la forêt, et il va remesurer le temps que les personnes passent dessus, et ainsi de suite. Après, il va changer la musique, il va remesurer le temps, et en fait, avec cette énorme base de données, en fait, ça lui permet d'optimiser en fait le temps d'engagement. Oui, bah, ouais. Mais après ça, c'est une deuxième technique, effectivement. C'est une technique différente des sosies, c'est de l'A/B testing. Ah oui, Je t'as sais pas raison, si tu ok, vois d'accord, ouais, non, ok, ouais, effectivement, ouais, c'est pas tout à fait pareil, ouais. Mais effectivement, ces deux techniques qui sont toutes les deux redoutablement efficaces, c'est c'est répondre à la question comment faire en sorte que les gens restent le plus possible sur ma plateforme. Okay. Une des techniques, c'est de leur servir un contenu. En fait, la technique la plus évidente, c'est je vais leur servir un contenu qui est le plus susceptible de leur plaire. Okay. Et pour faire ça, tu as deux techniques possibles, et tu en as potentiellement d'autres, mais les deux les plus connues, c'est effectivement celle des sosies. Donc on va voir les gens qui, dans toute la base d'utilisateurs, dans le monde entier, sont similaires à cette personne, à Georges, et on va du coup prendre eux ce qui leur a plu pour le montrer à Georges. Donc ça, c'est les sosies. Ça s'appelle lookalike aussi, ça peut potentiellement s'appeler lookalike. Et la deuxième technique, c'est de dire, je vais pas chercher nécessairement les gens qui ressemblent à Georges, mais je vais faire des expériences sur toute ma base d'utilisateurs et petit à petit, par raffinement, voir ce qui marche mieux. Ok, donc t'as lookalike et A/B testing, ok, d'accord, ok. J'avais même pas fait la... Ouais, tu peux combiner. Tu peux combiner les deux, ce qui est encore plus redoutable, mais tu vois, déjà, utiliser l'une ou l'autre, c'est déjà redoutablement efficace. Mais par contre, le prérequis, c'est d'avoir des bases utilisateurs énormes. Ouais, d'accord, compris. En fait, et c'est intéressant parce que ça rejoint aussi le débat sur les pratiques anticoncurrentielles. C'est qu'en fait, à partir du moment où ta base d'utilisateurs elle est gigantesque, tu as un avantage concurrentiel qui est vraiment démesuré. Ouais. Parce que parce que déjà, la probabilité que tu trouves un sosie de n'importe qui, elle est énorme. Et plutôt que t'en trouver un, tu vas en trouver 15 000. Donc tes suggestions de contenu, elles vont être encore plus efficaces. Et de deux, le nombre d'A/B tests que tu peux faire par jour, par heure ou par semaine, il devient gigantesque. Ouais. Parce qu'en fait, tes A/B tests, pour qu'ils soient statistiquement significatifs,
il faut que tu aies une base de données d'utilisateurs assez grande. Donc bref, tout ça pour dire que genre la base de données d'utilisateurs énorme, ça donne un avantage concurrentiel démesuré, et peut-être qu'il faudrait que le législateur intervienne, parce que du coup, quand tu es petit, tu peux pas gagner en fait. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ouf. Ok, ça marche. Et un dernier truc pour introduire là, dont je voulais te parler, c'est un passage qui, je sais pas, ça m'a un peu soufflé quoi. C'est en fait, il explique que, enfin, il parle de psychologues qui partagent leur expérience. Et par exemple, tu vas avoir un patient qui va leur décrire qu'il s'est disputé avec sa copine. Et donc ils en parlent, et au fur et à mesure, en fait, le psy se rend compte que la dispute, en fait, elle a eu lieu par SMS ou sur Facebook, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a mis sur le cul, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ouais, les gens font plus la différence entre les différents moyens de communication. Et tu vois, genre, en fait, les gens ont plus la bonne idée de, tu sais, à défaut de se voir, de s'appeler, tu sais, pour résoudre une dispute. Juste, c'est avoir la réaction de l'humain en face, tu vois. En fait, ça fait une énorme différence si tu, enfin, tu sais, entre subir la réaction en live et faire ça par message. Mais bref, ouais, ça m'a soufflé quoi comme passage. Je trouvais ça ouf. Ouais, non, je suis d'accord. Et puis là, on le voit d'autant plus avec le Covid et genre une grande partie de notre activité sociale qui passe du réel au virtuel. Ouais. On se rend... Bon, je pense aussi on se rend compte en fait de la déperdition à la fois émotionnelle et informative que ça provoque. Genre en fait, tu as moins d'informations, tu kiffes moins le moment quand tu fais en virtuel. Ouais. Et en gros, et plus tu enlèves des sens, plus tu perds en kiff, tu vois, et en information. Donc en fait, si tu enlèves le visuel, si tu enlèves le sonore et tu plus que le textuel, bah effectivement, la probabilité de mal interpréter le propos de l'autre, elle devient gigantesque. Et c'est bien pour ça aussi qu'on a créé les emojis, c'est pour essayer d'introduire un peu de body language dans le truc, mais bon. Et c'est pour ça qu'on a créé notre setup anti-Covid aussi là, qui est, excuse-moi, mais genre, il est vraiment trop bien quoi. T'as le setup anti-Covid quoi. Ouais, non, mais après, je sais pas si c'est l'objet du bouquin, mais tu vois, genre, tous les travaux de Tristan Harris et d'autres gens sur quelles sont les techniques de design qui permettent Ah, on va en parler, ok. Parce qu'en fait, là j'ai plein de choses à dire. En fait, il y en a plein. Et bon, comme on dit souvent, genre, effectivement, s'en rendre compte et les connaître, c'est déjà le début de essayer de les combattre. Et en fait, il y en a pas mal. Donc, tu vois, tu as discuté de l'autoplay. C'est une des techniques les plus connues. Mais il y en a pas mal d'autres. Et en fait, quand tu te rends compte de l'efficacité du truc, t'essayes du coup de lutter, tu vois. Bah, en fait, on va les lister là vers la fin, et en fait, c'est vrai que oui, comme tu dis, en fait, c'est pourquoi le bouquin est bien, parce qu'en fait, de s'en rendre compte, en fait, moi, ça m'a déjà énormément aidé d'avoir la liste et de voir un peu. Et puis, il va donner des conseils aussi sur comment on peut s'en affranchir. Le cinquième va vous étonner. Non, c'est il donne quelques bons conseils aussi, ouais. Donc ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc en fait, il commence par poser la question, c'est quoi une addiction comportementale? Et ça vient d'où? Et en fait, lui, pour tester son addiction, en fait, il a fait un truc, il a téléchargé l'application qui s'appelle Moment, qui te dit combien de fois par jour tu prends ton téléphone dans la main, en fait. Ouais. Et petit disclaimer, donc à la base c'était une application qui était précurseur parce que c'était une des premières qui faisait ça. Et sauf que maintenant, suite à toutes ces discussions autour du design éthique et du temps passé sur les écrans, maintenant les plateformes d'exploitation mobile, donc iOS et Android, ils ont introduit des fonctions de tracking comme ça natives. C'est-à-dire n'importe qui a un Android, sur mon iPhone, voilà, n'importe qui a un Android ou sur iOS, ça s'appelle Screen Time. Il a par défaut une fonction qui lui dit combien de fois tu sors ton téléphone par jour, combien de temps tu passes dessus, quelle appli te consomme le plus de temps, etc. etc. Donc aujourd'hui, les gens ont plus d'excuses pour ne pas savoir en fait. S'ils voulaient, ils pouvaient. N'importe qui. Si vous avez un iPhone, regardez Screen Time et genre vous allez flipper. Et ouais, justement, lui, en fait, il dit que après 3 mois de mesure, enfin, lui, il avait estimé, en fait, ça qui est drôle, c'est qu'il avait estimé 1 heure par jour. Il disait qu'il regardait son téléphone 1 heure par jour et qu'il le regardait 10 fois. Enfin, il avait estimé ça. Alors que l'application, au bout de 3 mois de mesure, elle lui a dit qu'il regardait son téléphone 3 heures par jour et qu'il le ramassait 40 fois. Et c'est sans passer des heures à surfer sur le net. En fait, c'est juste l'accumulation tout au long de la journée. Et en fait, tu peux te dire, bah ok, lui, c'est un connard et tout, mais en fait, non, 3 heures par jour, c'est bien la moyenne dans la population occidentale. Et même, tu peux aller plus loin, tu peux te dire, est-ce qu'il y a quelques super spreaders qui passent genre 24 heures par jour
et du coup qui font monter la moyenne. Et en fait non, parce que voilà, il met un beau graphe qui t'explique que 45% des gens c'est entre 2 et 4 heures par jour, et plus de 5 heures c'est 10% des gens. Et Mais tu as vu, mais tu vois, c'est effarant. Enfin, c'est énorme. imagine, genre, on parle de 4 heures c'est-à-dire ton temps de vie éveillé, si tu dors 8 heures, t'as... Ouais, Non, mais ça, c'est tu vois, ouf. si tu dors 8 heures, tu as 16 heures de vie éveillée. Ok. Et Et si tu passes 4 heures sur ton téléphone, mais oui. c'est énorme, tu vois. C'est genre Mais, un quart, de ton temps de vie éveillé que tu passes sur ton téléphone, quoi. mais tu sais que et en plus il rajoute que c'est ultra biaisé parce que tu sais, c'est les chiffres des gens qui en gros en ont quelque chose à foutre et qui ont voulu mesurer. Ouais, C'est pas les chiffres de monsieur et madame tout le monde, en gros, c'est déjà les ouais, gens qui flippent du truc. Donc en gros, ça serait même, par les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, ça serait ouais. même à revoir à la hausse, quoi, en fait, concrètement. Ouais, exactement. Bon, après, je pense que les États-Unis, ils sont un peu plus avancés dans la consommation d'écran, etc. Donc peut-être Mm. qu'en Europe, c'est un peu moins grave. Mais c'est quand même, enfin, j'aimerais que les gens se rendent compte de ce qu'on est en train de dire. On est en Mm. train de dire que tu as 16 heures dans ta vie réveillée et que tu passes un quart de ton temps de vie, en fait, parce que quand tu dors, ça compte pas, on s'en branle. Mm. Donc en fait, en moyenne, les gens, n'importe qui, dans un pays développé, il passe un quart de sa vie, presque un quart de sa vie, derrière un smartphone. Genre, c'est gigantesque. C'est un truc de En vrai, ouf. non, mais tu vois, si quand tu l'achetais, on te dirait, si te mettait en grand, genre, on va te voler un quart de ta vie. En fait, c'est ça. C'est genre, ça te subtilise un quart de ton existence, tu vois. Genre, Bah après, c'est vraiment, c'est ultra problématique, tu vois. Genre, Après, on va rentrer dans les détails de qu'est-ce qui est du bon temps et qu'est-ce qui est du mauvais temps. Mais oui, effectivement, ça, enfin, ouais. là, on parle d'ordre de grandeur, c'est énorme, ouais. Ouais, Euh, genre à la fin ou à un moment dans l'émission, j'aimerais bien que tu sortes ton téléphone et que tu me dises ton screen time, toi, il est combien et tout. ouais, ça va peut-être déconnecter la GoPro, mais ouais. En fait, non, mais moi, ce qui me fait chier sur mon screen time, c'est qui compte les podcasts que j'écoute, tu vois. Ah oui, Et oui. donc concrètement, moi, j'écoute des podcasts tout le temps quand je marche, quand je fais la vaisselle, quand je fais les trucs, enfin tout le temps. Donc en gros, ouais, en gros, ça me, tu vois, Ouais. je considère pas ça comme du temps de merde, quoi, en gros. Bon, Bah, tu vois, moi, je bref. vais te dire, je te sors là mon screen time. Vas-y, Weekly vas-y. average, tu vois, en moyenne, je suis. Ouais, ah putain. Donc, tu vois, les pick-up, le nombre de fois où je sors mon téléphone par jour. Bon, Ouais. après, moi, je vous dis, je suis addict, tu vois. Mais voilà, je suis pas. Donc, c'est 90 fois Ah ouais, en putain. moyenne. Je me rends pas 90 compte, mais fois par c'est jour. énorme, ouais, putain. Et je passe en moyenne 4h15 sur mon téléphone Ouais. par jour. Euh, et juste, genre, je vous dis, genre, faites cet exercice-là, tu vois, genre, bon, on voit pas l'écran, mais genre, faites cet exercice-là, genre, sortez votre téléphone et regardez Screen Time, genre, ne vous contentez pas de nous écouter, tu vois, et genre, et badez, tu Ouais, non, j'avoue. vois. J'avoue, j'avoue. J'avoue. Voilà, on en a parlé, mais voilà, ils disent qu'il y a pas mal de couples et pas mal d'ados qui refusent de communiquer face à face ou même au téléphone, et donc ils se disputent par texto. Et quand tu leur demandes, ils te disent c'est trop gênant si tu le fais en personne. Voilà, il cite un exemple où la personne s'engueulait par SMS et l'autre demande est-ce que je peux t'appeler, tu vois, ce qui est la réaction un peu normale, et l'autre a répondu non, tu vois. D'ailleurs, ça m'est arrivé avec un pote dont on ne citera pas le nom, tu vois, il m'avait niqué, tu vois, genre on était en train de se disputer et je voulais l'appeler, il m'a fait ah non, je te réponds app, j'ai pas le temps, tu vois. Il m'avait niqué, tu vois. Et Non, mais oui, mais aussi, c'est le principe en fait, c'est le principe de normaliser une situation, quoi. En fait, ouais. enfin, ça n'a rien à voir, mais je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. C'est comme le handicap, tu vois. Si Mm. t'es pas habitué à fréquenter le handicap, genre, je dis n'importe quoi, genre, Ouais. des gens autistes ou des gens dans des fauteuils ou machin, bah, tu vas toujours être un peu gêné en présence de quelqu'un en fauteuil roulant parce que t'es pas habitué. Donc, du coup, tu sais pas comment, t'arrives pas à te mettre à sa place, tu sais pas comment il faut agir, etc. Et donc voilà, c'est le principe de genre côtoyer une situation de manière régulière, bah, ça la normalise, tu vois. Bah, Et j'aime bien ça la rend, l'analogie, ouais. voilà, et ça la rend acceptable. Et ben Mm, là, c'est mm, la même mm. chose, genre avec une dispute ou avec interagir avec autrui. En fait, si tu Mm. n'interagis pas, si t'es pas habitué à interagir avec autrui en physique dans la vraie vie, bah, Ouais. ça va nécessairement te gêner, ça va te rendre anxieux et tu vas avoir peur parce que c'est une situation qui est pas normale pour toi. Et Non, du j'aime coup, bien genre, l'analogie. on s'éloigne de plus en plus, on devient que derrière des vieux écrans. Mm. Moi aussi, genre, enfin, je remarque que les gens ont une intolérance, enfin, mon entourage, en tout cas personnellement, a une intolérance de plus en plus élevée à l'appel téléphonique. Ils Mm. considèrent que c'est une nuisance, que c'est une ingérence dans leur vie. Mm. Je trouve qu'il y a un glissement vers le texto, Mm. vers, en tout cas, de l'appel, tu vois. Et moi, je le déplore un peu parce que
enfin, voilà, c'est un peu, ça t'éloigne, quoi. C'est un peu. Bah, tu vois, il cite un psychologue là, qui s'appelle Steiner Adair, qui explique que le SMS, c'est la pire habitude, selon lui, pour quelqu'un qui aspire à avoir une relation amoureuse bien portante. Bon voilà, ça on en a déjà bien parlé. Il évoque également la problématique qui commence à être bien connue chez les ados et surtout chez les filles. Donc il dit les garçons c'est plus au niveau des jeux vidéo, que maintenant il faut choisir entre l'isolation sociale et la surutilisation des réseaux sociaux. Donc notamment chez les adolescentes en fait, apparemment il faut poster toute la journée sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Et donc il a recueilli quand même pas mal de témoignages qui disent que dès que j'ai reçu un smartphone, en gros, j'ai arrêté toutes mes activités d'enfant, jouer pendant la récré, jouer avec des jouets, et en gros j'étais tout le temps sur Facebook, Twitter, Instagram. Ouais, ouais, mais Donc je pense qu'effectivement c'est intéressant de regarder les jeunes en particulier parce que en fait c'est une fenêtre vers l'avenir, quoi. Et donc effectivement je pense qu'ils ont des comportements encore plus addictifs et ils n'ont pas les garde-fous que tu peux avoir quand t'es un peu mature. ouais. Donc c'est intéressant de s'intéresser aux jeunes, mais je pense qu'il faut pas rester sur les jeunes parce que je pense j'ai envie que les gens se rendent compte que c'est tout le monde en fait, que c'est pas que les enfants, que c'est pas que les ados, que genre eux-mêmes ils sont addicts. Et Ouais. D'ailleurs, il dit que, tu sais, enfin là, on parlait, le problème chez les garçons, c'est les jeux vidéo, mais en fait, depuis que les jeux vidéo sont devenus disponibles sur smartphone, en fait, je crois que, tu sais, il y a eu un shift de la population majoritaire qui joue aux jeux vidéo, c'est plus les jeunes ados, c'est les mères, genre de 40 ans, tu vois. Et ok. genre ouais, Elles c'est sont ce que sur tu Candy Crush. voilà, exactement, elles sont sur Candy Crush. Et donc c'est ce que tu dis quoi, c'est pas du tout un truc de jeune parce que maintenant en fait ça a shifté vers ce qu'ils appellent les middle age women. Voilà. Euh, Et en fait, et pourquoi je dis ça? Parce que souvent dans les experts et dans les études, etc., les gens parlent des jeunes parce qu'ils pensent que c'est ce qui va parler et c'est ce qui va générer une réaction ouais, dans l'auditoire parce que ah les jeunes, les pauvres, etc. Je suis ouais. d'accord. Mais j'aimerais aussi qu'on élargisse le débat et que genre, je pense que la majorité de la population adulte est concernée aujourd'hui. Bah, c'est clair. Et c'est clair. Et d'ailleurs, il parle ça va te faire marrer parce que il parle d'un jeu qui s'appelle Flappy Bird qui est sorti en 2013 Ouais. où en gros, ouais, t'as l'air de connaître, mais en gros, il faut tapoter l'écran et tu fais passer un oiseau dans des trous. Donc quand tu tapotes, je sais pas, il monte et quand tu tapotes pas, il descend. Et donc le gars qui a écrit le bouquin, donc Adam Alter, il se souvient qu'il avait pris l'avion et genre il dit ouais j'avais pris l'avion avec des super plans en tête, je voulais travailler, je voulais dormir un peu, voilà. Et au final en fait il a juste joué 6 heures à Flappy Bird. Et donc apparemment le jeu c'est un truc de fou parce que l'inventeur du jeu à un moment il gagnait jusqu'à 50 000 euros, 50 000 dollars par jour. Et en fait, les commentaires au niveau de l'appli étaient assez bizarres. C'est-à-dire que les gens se plaignaient d'être addicts au jeu. Alors c'était un peu pour exagérer et pour rigoler, mais ils disaient, tu vois, ça a ruiné ma vie, c'est l'apocalypse, Flappy Bird causera ma mort, je ne dors plus, je n'ai plus d'amis, mais je m'en branle. Donc ouais, c'est un peu exagéré. C'est un peu des blagues, mais clairement, en gros, on sentait que le jeu faisait plus de mal que de bien. Et donc en 2014, l'inventeur, en fait, il a supprimé le jeu parce que je sais pas, il s'est dit en fait ça va pas quoi ce truc. Et donc la petite anecdote hyper drôle, c'est que les gens se sont mis à vendre des iPhones avec Flappy Bird installé dessus, mais à des sommes pas possibles. Tu vois, genre sur eBay. Je crois qu'il y a eu des trucs qui sont montés à 100 000 dollars et eBay a dû annuler la vente. Et enfin, c'est vraiment devenu un truc de malade. Et donc ouais, les gens contactaient le gars pour avoir une copie quoi. En gros, le gars avait vraiment enlevé une drogue du marché. Et en fait, tu vois, on en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est quoi en fait le succès de Flappy Bird? En fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de ce qu'il appelle de stopping queue. Et en fait, tu sais, il n'y a pas de game over. Tu vois, c'est comme dans Netflix, quand Netflix joue l'épisode d'après. En fait, dans Flappy Bird, quand tu meurs, ton oiseau il réapparaît tout de suite et il réapparaît dans les airs. C'est-à-dire que si tu tapotes pas l'écran, en fait, il s'écrase, tu vois. Et donc, il n'y a pas de stop, en fait. Et donc ça, cette espèce de disparition de la stopping queue, en fait, c'est un truc qui participe à l'addiction. C'est ce qu'on voit avec les fils infinis de Facebook, Netflix qui joue l'épisode d'après, Flappy Bird où si tu fais rien, l'oiseau s'écrase. Et donc ça, je trouvais ça assez intéressant, quoi.
Ouais, effectivement, bah, c'est une des techniques utilisées. C'est le fait de, tu transfères la difficulté de continuer la consommation à stopper la consommation. Ouais, Donc, c'est ça. c'est-à-dire dans le monde d'avant, ce qui te réclamait un effort, c'était de continuer la consommation. Tu devais enlever le CD, le remettre dans sa jaquette, prendre l'autre CD, l'enlever et le remettre. Tu vois. Donc en fait, ce qui te réclamait de l'énergie et ce qui te réclamait un C'est ça. effort, c'était de continuer ta consommation. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Si tu fais rien, par défaut, on va te remettre un truc, on va te remettre l'oiseau et on va te remettre un truc. Ouais, Et ce qui te réclame un effort, c'est d'arrêter. Et en c'est fait, ça. c'est ce changement-là qui est en grande partie aussi responsable des comportements addictifs. Et tu vois, et même chose, genre que tout le monde réfléchisse et se dise combien de fois j'ai commencé une série, dire je vais regarder qu'un épisode et je dors, et en fait tu te retrouves à 2 heures à avoir regardé 4 épisodes. Ça Ouais, concerne, je vais te donner les statistiques après, ouais, ça m'a mis sur le cul. Ouais. et en vrai ça concerne tout le monde. Combien de fois on se dit ah je vais regarder une vidéo sur Facebook, et en fait tu finis par en regarder 5 et finir sur Alain Soral. Combien de fois non mais tu vois, en fait Ouais. il faut réfléchir aux situations concrètes et on les a tous vécues. Mhm. Et, et ça, en fait, ça rend malheureux, quoi. C'est pas ouf. Et du coup, un certain donc Stanton Peele, qui est un psychologue spécialisé de l'addiction, en fait, explique qu'il n'a jamais utilisé le terme addiction comportementale. En fait, parce que selon lui, il n'y a pas de différence avec une addiction aux substances. Et donc en fait, il dit que c'est pas hyper étonnant parce que les substances chimiques, donc comme la drogue, vont jouer sur la biochimie du cerveau et sur les neurotransmetteurs. Et en fait, finalement, tes expériences aussi vont jouer sur tes neurotransmetteurs. Donc le gars, là, Stanton Peele, en fait, il donne une définition. Il dit une addiction est un attachement extrême et dysfonctionnel d'un individu à une expérience, attachement qui lui fait du mal, mais qui est une part essentielle de la vie de la personne et que la personne ne peut renier. Et je trouvais que la définition était vraiment pas mal, là, si on voulait Ouais, un peu cadrer les trucs, quoi. ouais, non, je suis complètement d'accord. Et Et bah, en ouais, fait, c'est que ça active les mêmes circuits neuronaux, bah ouais. les mêmes circuits de récompense. Ça provoque les mêmes réactions quand tu fais des IRM. Ça fait la même chose dans le cerveau, etc. Donc, en fait, le chimique et le comportemental, c'est similaire. Bah, c'est ce qu'il pense, ouais. Et donc, ouais, il y a un autre gars là qui s'appelle Kent Berridge qui est lauréat d'un prix de psychologie en 2018. Et lui, il a fait un truc intéressant. En fait, il a démontré qu'il y a une énorme différence entre aimer une drogue et vouloir une drogue. Et donc, dans le souci d'essayer de comprendre pourquoi les addicts, tu vois, on peut se demander pourquoi les addicts détruisent leur vie, en fait. Tu vois, la réponse facile, c'est bah, t'es con, en fait, ils veulent prendre la drogue et se sentir bien sur le moment, et pas sur le long terme. Mais en fait, du coup, le gars a essayé de démontrer que c'était pas aussi simple que ça. Et dans une expérience qui est assez célèbre, en fait, il a donné de l'eau sucrée à des rats. Et apparemment, les rats, ils se lèchent les babines quand ils kiffent. Bon, quand ils se lèchent les babines, ça veut dire qu'ils kiffent l'eau sucrée. Donc ça, c'est logique. Et ensuite, ce que le gars il a fait, c'est qu'il a enlevé la capacité des rats à produire de la dopamine. Donc par chirurgie, il leur a enlevé. Et donc il a remarqué que les rats ont arrêté de boire l'eau sucrée. Mais quand il les forçait à boire de l'eau sucrée, ils se léchaient quand même les babines. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que les rats ne voulaient pas de la drogue, mais ils aimaient la drogue, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Ouais, Donc après, il a fait la même chose sur les humains. C'est-à-dire que si tu leur donnes de l'héroïne, mais que tu bloques la dopamine, bah, ça réduit pas le plaisir de prendre de la drogue, mais ça réduit l'envie de la prendre. Tu vois. Et ça, c'est hyper contre-intuitif en fait. Hein. C'est pas. Enfin, du coup, ce qui drive l'addiction, c'est la partie vouloir. Hein. C'est pas la partie aimer. ok. Et c'est pour ça en fait que tu peux avoir des gens qui vont passer 3 heures sur Flappy Bird et en même temps détester le temps qu'ils ont passé dessus. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Les deux sont possibles. Donc en fait, il dit l'addiction n'a rien à voir avec le fait d'aimer ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, moi, je t'avoue que le meilleur exemple que j'ai trouvé, enfin la meilleure analogie que j'ai trouvée dans ma vie, c'était, tu sais, quand tu bouffes un truc un peu addictif, genre du Galac ou des Kinder ou des trucs comme ça, en fait, si tu fais un peu gaffe à ce que tu ressens, en fait, tu te rends compte que t'es pas en train de kiffer sur le moment,
tu vois, ce que tu es en train de bouffer, mais que tu es déjà en train de repenser, alors que tu as le truc dans la bouche, ah, est-ce que je peux en mettre un deuxième dans ma bouche, tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, ce que tu kiffes, c'est la perspective de le refaire. Exactement, ouais, exactement. Et c'est la meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est quand je bouffe du Galac, tu vois. Mais tu vois, je trouve ça hyper intéressant. C'est pas aimer, c'est vouloir, quoi. Ok, moi, je savais pas ça. Ouais, C'est c'est cool. intéressant. Et donc ensuite, il se demande bah, comment on fabrique une addiction comportementale. Tu vois, ça c'est intéressant comme question. Et il parle, il affiche un graphe qu'il aime beaucoup, qu'il aime beaucoup. Un graphe que j'ai pas mal aimé dans le livre en fait. Et le graphe, il te montre les temps que font des dizaines de millions de coureurs de marathon. Et en fait, quand tu regardes le graphe, tu vois qu'il y a une espèce d'agrégat des temps juste avant les milestones. Tu vois, donc typiquement, si tu regardes à 2h59, 3h29, 3h59, tu vois qu'il y a Ah énormément oui. de gens qui franchissent la ligne d'arrivée à ce moment-là. Et à 3h01, 3h31, beaucoup moins. Et donc, il dit, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens trouvent une énergie cachée, en fait, lorsqu'il s'agit de faire un temps en dessous de ces Ouais. milestones. Et en fait, ça montre l'importance des buts dans la psychologie humaine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est qu'en gros, ça te donne un surplus de motivation. C'est ça, C'est le fait d'atteindre ton objectif précis ou ton symbole. Tu vois. c'est ça. En fait, c'est que Et la symbolique, c'est important, quoi. exactement. Et en fait, pour nous faire relativiser, en fait, mais ça, c'est un peu pour le plaisir que je parle de ça, c'est parce que les vidéos sont trop bien, en fait, si vous allez sur YouTube et que vous regardez. Il montre, en fait, il donne l'exemple d'un athlète donc, qui faisait, tu sais, du saut en longueur, là, le triple saut, là, Mhm. qui s'appelle Robert Beamon. Et j'ai regardé la vidéo, c'est ouf. Apparemment, en 1968, il a niqué le game, tu vois. Genre, à un moment, il a sauté. Et genre, il a niqué le game, tu vois. Et, genre, la vidéo, elle est incroyable parce que en gros, les mecs ils peuvent même pas mesurer son saut, tu vois. Il doit aller chercher des queutrus et tout. Le mec, il attend pendant une heure parce que genre, il a breaké le game, tu vois. Ils ont pas le matos pour Voilà, break. c'est ça. Donc, Robert Ils avaient pas Beamon, prévu, ils avaient pas prévu qu'ils break le game. voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu l'interroges, donc je sais pas, c'était un témoignage de 2008, en fait, ce qu'il explique, c'est que ça lui a pas vraiment apporté de la joie, en fait, de faire ça. Parce qu'en fait, le gars s'est juste demandé, Qu'est-ce que je vais faire après? ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire Ouais. de ma vie? Et d'ailleurs, il a arrêté sa carrière sportive après avoir niqué le game, tu vois, mais il était pas. Tu vois, et donc, ça lui a apporté de la joie d'avoir un but. Mais en Ouais. fait, quand tu lui as retiré son but, en fait, il s'est retrouvé un peu comme un con, quoi. Et donc, Ouais, bah, c'est le truc un peu de tous les champignons que c'est que de la descente après, quoi. Tu peux que ouais. faire moins bien. Tu Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il a sacrifié le bien-être immédiat pour le succès futur, voilà. Et que, en fait, le fait d'atteindre un but ne leur a pas apporté la joie espérée. vois. Ouais. Ouais, bah, Et et aussi, ça rejoint aussi les trucs en entreprise de genre de afficher des objectifs chiffrés, tu vois. ouais, Parce que tu sais, parfois, ça peut paraître un peu bullshit, mais je pense qu'il y a une grande partie des gens qui sont motivés par le fait d'atteindre la cible, quoi, tu vois. En particulier quand tu as des métiers un peu chiffrés, genre commercial ou autre, tu vois. mm, Euh, il y a, enfin, pour moi, ce que tu dis, ça renforce l'importance de bien fixer l'objectif. Parce que s'il n'est pas atteignable, bah, ça motive la personne. S'il est trop facile, ça démotive la personne. Donc il faut que ce soit suffisamment challengeant pour qu'elle utilise cette réserve d'énergie, tu vois, au profit de l'actionnaire. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Maintenant, au-delà de ça, comment ça joue dans l'addiction, en fait, ce qu'il essaie de faire passer comme message, c'est que tu sais, je sais pas, moi, si tu joues à Flappy Bird et que tu as envie d'avoir, je sais pas, 1000 points, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, tu vois. En gros, tu vas être super engagé et tout pour avoir les 1000 Mm. points, mais en fait, quand tu as 1000 points, en fait, tu t'en branles, tu vois. Et donc, Ouais. il met un peu en garde les gens sur le fait que, ouais, bah, si tu as envie d'avoir un super score ou plein de likes un super score sur Candy Oui. Crush, en fait, au final, tu vois, c'est une fausse impression, en fait. Enfin, comment dire, les gens poursuivent le but, mais c'est pas ça qui leur apporte finalement du C'est bonheur, quoi. c'est le chemin qui compte. C'est le chemin qui compte tout à fait. Du coup, choisissons bien notre chemin, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. En fait, ce que je te dis tout ça, c'est que, genre, du coup, choisis un objectif où le chemin va te sembler stylé, tu vois.
Parce que, Ouais, exactement, tu vois, exactement. Parce que quand tu auras atteint les 10 000 points à Candy Crush, tu vas pas être forcément content. Mais du coup, est-ce que tu es content d'avoir passé du temps sur Candy Crush? Bah, je sais pas, je pense pas, tu vois. Mm. Et donc, si on parle un peu feedback, on va aussi parler du bouton like, en fait. Donc, lorsque Facebook a introduit le bouton like, il y avait 200 millions d'utilisateurs apparemment. Et ça a complètement transformé l'expérience. Donc on est passé d'un moyen passif de traquer tes potes à une expérience hautement interactive. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que désormais, quand tu postes quelque chose sur Facebook, en fait, c'est comme jouer à la roulette au casino. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être que tu auras beaucoup de likes ou peut-être que tu auras zéro de likes. Donc c'est une sorte de roulette. Toi, tu spin the wheel. Et, et il compare ça aux pigeons du psychologue Michael Zeller. Et donc il dit que les pigeons de Zeller, ils avaient apparemment accès à un bouton et à chaque fois qu'ils appuyaient sur le bouton, ça lâchait de la nourriture. Mais quand tu fais la même expérience avec un bouton qui relâche de la nourriture une fois sur 10, bah en fait les pigeons appuyaient beaucoup plus souvent sur le bouton juste pour le kiff de la roulette. Alors j'imagine que c'est pour la même quantité de nourriture, sinon c'est complètement con. ouais. Mais Mais ça, c'est vachement intéressant. C'est les mécanismes de récompense aléatoire. c'est ça, ouais. Euh, et en fait, c'est documenté depuis longtemps. C'est un des moyens des plus efficaces de accroître l'engagement, enfin, ou en gros, de accroître la fréquence à laquelle quelqu'un fait quelque chose. Ouais. C'est qu'en fait, genre, tu veux que quelqu'un fasse un truc, tu lui dispenses une récompense aléatoire quand il fait le truc en question, bah, il va le faire beaucoup plus que ce qu'il le ferait naturellement. C'est ça. Euh, et donc, ça, tu l'as montré avec les pigeons. C'est la Mm. même chose avec les, euh, les machines à sous. C'est Ouais. que juste, tu vas tirer la machine et genre, une fois, tu n'auras rien, une fois, tu auras 2,50 €, une fois, tu auras 500 €, tu sais Mm. pas, et ça va te faire tirer la machine de manière démesurée. Et c'est la même chose avec les notifs. Tu vas C'est ça. ouvrir ton application Facebook, peut-être tu auras 0 notif, peut-être tu en auras 4, peut-être tu en auras 2. Et du coup, à chaque fois, c'est des mécanismes de récompense aléatoire qui fait que ça engendre un comportement beaucoup plus addictif et beaucoup plus compulsif que ce que tu ferais naturellement. Ouais. Et par exemple, tu vois, une question qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi les plateformes te permettent pas de dire, OK, bah, envoie-moi une notif ou préviens-moi quand j'ai 10 notifications. Ouais. Tu vois, avant que j'en ai 10, me dis rien. Tu vois, et genre techniquement, c'est extrêmement simple à faire. Ils font des Mm. trucs beaucoup plus durs, tu vois. Et en fait, il n'y a aucune plateforme qui te dit, OK, fais-moi les notifs par batch, par groupe. Mm. C'est-à-dire, préviens-moi que que quand j'en ai 30. Mm. Ils veulent te prévenir à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? Euh, et ouais, en fait, ce truc-là de récompense aléatoire, c'est un des trucs les plus puissants pour provoquer de l'addiction. Ou en tout cas, pour provoquer un renforcement du comportement. Et il y avait une anecdote marrante donc, sur un Indien qui s'appelle Ramit Chawla, qui apparemment était soucieux de la drogue qui était les likes, et donc qui a lancé une application qui s'appelle Lovematically. Et en fait, c'est un truc qui like tout ce qui passe par ton feed. Et donc, en fait, il a remarqué qu'avec cette application, genre qui fait que lui, il like tout, en fait, tu vois. Ouais. Bah, en fait, c'est marrant parce que du coup, les gens likaient beaucoup plus ses posts, il avait plus de followers, il recevait plus de, tu sais, il recevait des messages de gens qu'il n'avait pas vus depuis longtemps et tout, jusqu'à ce qu'il se fasse bannir en fait d'Instagram. Et genre sa conclusion, c'était le dealer n'aime pas trop la personne qui donne la drogue gratuitement. Je trouvais ça un peu marrant, quoi. Ouais. Donc, Non, non, ouais, c'est marrant. mais c'est Après, c'est un peu anecdotique, facile. tu vois. Voilà. Après, c'est Ouais, anecdotique. Et puis c'est pas ça la raison. Enfin, la raison, c'est que. mais oui, Enfin, oui, bref. En gros, ils veulent de l'engagement authentique et bien que sûr. dès que tu as des mecs qui font des actions automatisées, ça biaise un peu toute la plateforme. Et du coup, en général, ils sont assez agressifs sur tout ce qui est action automatisée. Non, bien sûr, Euh, mais si tu veux, ouais. effectivement, c'est plus anecdotique. C'était plus pour dire, en gros, il y a des Ouais. gens qui ont remarqué que c'était un peu de la Ouais. drogue et qui ont décidé de faire des trucs un peu rigolos avec. Ouais. Et, Euh, mais, et tu ouais. vois, genre, même chose, En fait, pourquoi on dit qu'une notif, c'est une récompense? C'est parce qu'on est tous des animaux sociaux. Et donc, quand on poste quelque chose sur une plateforme, c'est en général pour avoir la réaction de nos pairs, tu vois, de nos Mm. amis, de notre famille, des gens. Et en fait, c'est pour ça que c'est en ça que c'est une récompense. C'est que tout ce qui est réaction et tout ce qui est amour ou tout ce qui est message envoyé par autrui, en général, ça nous rend heureux. Mm. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'en général, on est sensible aux notifs. Parce que ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même chose que de recevoir
un avis d'impôt, tu vois. Parce que Ouais, tu vois, c'est pas une récompense, un avis d'impôt. Par ouais. contre, un commentaire, un like ou un upvote ou une republication, tout ça, c'est des choses qui nous plaisent parce que c'est des interactions faites par notre entourage. Hmm. Euh, La dimension sociale est importante, quoi, ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et par exemple, tu vois, je sais pas si c'est cité, il parle des profile pics, Bah vas-y, dis ce que tu veux dire. ouais, bah, par exemple, tu vois, genre, typiquement, en fait, quand quelqu'un change sa profile picture, c'est Ouais. l'image, l'avatar qui est affiché sur son profil qui le symbolise. Tu vois, en général, on met notre gueule. Mhm. Euh, et en fait, sur les plateformes, on va prendre l'exemple de Facebook, tu peux faire différents types d'interactions et tu peux poster différents types de contenus. Par Mhm. exemple, sur Facebook, tu peux poster un statut, c'est-à-dire dire ce que tu penses sur le moment. Mhm. Tu peux mettre un commentaire sur les publications des autres, Mhm. ou tu peux changer ta profile picture. Par exemple, c'est un Mhm. troisième type de truc que tu peux faire. Et typiquement, changer sa profile picture, par défaut, Facebook l'affiche à beaucoup plus de monde que tout type d'autres publications. Ah, ok, ouais. C'est-à-dire que si tu rentres sur Facebook et tu mets comme statut j'aime les plantes, ça va être affiché, disons, à Ouais. 5% de tes amis. Par contre, si tu changes ta profile pic, ça va être affiché à 20% de tes amis. Mhm. Tu vois. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent que le fait de changer sa profile picture, c'est un signe de vulnérabilité sociale. Mhm. C'est-à-dire que c'est un truc d'ego. Et que du coup, ils savent que toutes les réactions sur ce contenu-là auront beaucoup plus de chances de te ramener sur la plateforme. Ouais, d'accord, ouais. Bah, en fait, lui, il parle ouais, c'est ça, c'est une autre catégorie, c'est interaction sociale. En fait, lui, il parle du site Hot or Not. C'est un site qui permet de noter de 1 à 10 des mecs ou des meufs. Et donc, on te montre une photo, tu mets une note. Et une fois ta note postée, en fait, le site te dit quelle est la note moyenne. Donc, ce qui te permet de jauger, en fait, si la façon dont tu juges la beauté, en fait, ça match la façon dont les autres jugent la beauté. Et tu pouvais aussi uploader ta photo. Et effectivement, c'est un truc qui a fait 40 000 visiteurs le premier jour, 2 millions après 8 jours, et ça c'était avant Facebook, Twitter, Instagram. Et voilà, c'est un peu ce que tu dis, c'est qu'il dit que le site, en fait, il assouvissait deux besoins primaires humains, donc celui de matcher avec le groupe, celui d'être un individu original, celui de savoir comment le groupe te jugeait, tu vois. Ouais, Et exactement. apparemment, c'est ça qui aurait inspiré Mark Zuckerberg à créer Facebook. Et d'ailleurs, on s'en branle, mais si vous tapez Hot or Not Average, en fait, vous aurez la photo d'un utilisateur qui a fait la moyenne des visages, tu sais, par tranche de notes Ah oui. sur le visage des gens. Et donc, tu vois en gros la moyenne des gens qui sont chums et la moyenne des gens qui sont beaux. Ça n'a aucun intérêt pour le bouquin, mais je trouvais ça marrant. Euh, Mais ouais, mais tu vois, en fait, c'est intéressant qu'on se rende compte au niveau personnel, toutes ces histoires de vulnérabilité sociale. C'est qu'en ouais. fait, genre, tu vois, en fait, faut réfléchissons, genre, quand on fait un truc, pourquoi on le fait réellement, tu vois. Genre, quand tu changes ta profile pic, en fait, pourquoi tu fais ça? Genre, quel est l'intérêt, tu vois. Mm, Et genre, tu mm, vois, moi, je pense que si tout le monde faisait cet effort-là de se demander, OK, pourquoi je suis en train de faire ça? Genre là, je suis en train de poster une story sur Instagram. ouais. Quel est mon objectif réel? Qu'est-ce que j'attends? Et est-ce que c'est sain? Tu vois. Et, Bah, c'est les interactions sociales, effectivement, c'est un vrai pilier de l'addiction, quoi. ouais. Et il faut savoir que toutes ces plateformes jouent là-dessus. C'est-à-dire que dès qu'il y a un Ouais. visage humain, dès que tu changes ta profile pic, ils vont par défaut le montrer à beaucoup plus de gens que si tu publies un podcast. Mm, mm. Parce qu'ils savent que ton ego est vulnérable, que tu es vulnérable, et que du coup, toutes les réactions sur ce contenu-là vont te faire perdre plus de temps et vont être plus susceptibles de te ramener sur Facebook ou sur ces différentes plateformes. Et en Yes. fait, c'est pervers quand ils pensent. Enfin, après, encore une fois, c'est du business. Hein, genre, eux, ils veulent te ramener à leur plateforme, ils font leur business. Mais il faut s'en rendre compte pour reprendre le contrôle un peu sur son quotidien, quoi. Yes. Un autre pilier dont il parle, c'est ce qu'il appelle la notion de progrès. Je vais te donner un exemple, je pense que tu vas aimer. Imagine, tu es devant une assemblée et t'offres un billet de 20 dollars à celui qui sera prêt à payer le plus cher. Donc c'est une vente aux enchères. Okay, tu vends aux enchères ton billet de 20 dollars. Et la seule petite différence, c'est que, avec une vente aux enchères classique, c'est que devra payer, en plus de celui qui a proposé la plus grosse somme, et qui remportera le billet, hein, du coup, devra payer celui qui a proposé la seconde plus grosse somme. Et lui, il remportera pas le billet. Je sais pas si tu as Ok. compris. Ouais.
Donc au début, les gens sont contents, ils te disent bah moi je te donne 1 euro pour ton billet de 20 euros. Ensuite, il y en a un deuxième qui lève la main qui dit moi je te donne 2 euros pour ton billet de 20 euros. Et ça arrive à 18, 19, et là tout le monde commence à se regarder et à sentir la douille arriver, tu vois. Et après, en général, ça fait 20, 21, 23. Et lui, ce qu'il dit, c'est que quand tu joues à ce jeu avec dans un amphi, tu vois, avec des élèves et tout, apparemment, ça peut aller jusqu'à tripler ou quadrupler la valeur de 20 dollars. C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer 80 euros pour avoir le billet de 20 euros juste pour pas se faire douiller, quoi. Et donc, il explique qu'il y a deux choses qui se passent. C'est que déjà, il y a une accroche, c'est-à-dire la chance de gagner 20 euros quasi gratuitement. Et ensuite, il y a un piège infernal où tu te dis, en fait, j'ai dépensé tellement de temps et d'argent que je vais pas m'arrêter là. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça fait une bataille. Après, ça part en bataille entre le premier et le deuxième, quoi. Ouais, mais si tu veux, ce qui essaie de te souligner, c'est qu'il y a la notion de putain, j'ai tellement investi de temps là-dedans que je peux pas m'arrêter, tu vois. Oui, et donc ça peut être assez pernicieux. Il va donner l'exemple d'un magasin qui vend des iPhones à 100 euros et donc les gens vont faire la queue 15 heures pour être les premiers. Et en fait, il n'y a que 5 iPhones à 100 euros. Et donc, à part 5, non, mais voilà, tu vois, à part 5 gars qui étaient les premiers, bah, les autres vont devoir abandonner leur rêve d'iPhone. Il dit, après avoir passé 15 heures pour rien. Et tu sais, ils s'imaginaient avec l'iPhone dans la main, rentrer à la maison avec l'iPhone et tout. Et donc, bien souvent, soit ils l'achètent au prix fort, ou soit ils vont acheter autre chose dans le magasin en fait parce que tellement ils sont tu vois, ils sont frustrés. Ils sont frustrés d'avoir passé 15 heures pour rien. Oui, non, c'est vrai que c'est vrai que c'est un mécanisme intéressant, je sais pas comment ça s'appelle, mais le fait de dire en fait en fait c'est ton niveau d'investissement, il va déterminer ta probabilité d'abandon. Enfin, c'est pas qu'il va déterminer mais qu'il va réduire ta probabilité d'abandon. En fait, c'est ça. C'est que si tu veux la formuler un peu mathématiquement, c'est de dire la probabilité d'abandon est inversement proportionnelle à ton niveau d'investissement. Ouais. Et du coup, plus tu t'es investi, plus le mec t'a loqué dans son truc. Tu vois. Et franchement, je vous invite à aller sur vraiment le site internet du BAD ultime. C'est un truc que j'ai trouvé qui s'appelle dealdash.com. Et genre, c'est un site internet où tu peux enchérir sur des objets, mais tu peux enchérir que de 1 centime, tu vois. Et en gros, tu as un décompte, tu as un compteur, et quand il arrive à 0, tu as gagné l'objet, tu vois. Et sauf que dans les 10 dernières secondes, tu as le droit si tu renchéris dans les 10 dernières secondes, en fait, ça remet le compteur à 10 secondes, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il peut pas arriver à 0 tant que il y a pas quelqu'un qui a arrêté de renchérir. Et tu peux renchérir que de 1 centime. Tant qu'il n'y a pas 10 secondes où personne n'enchérit. C'est ça. Et franchement, quand tu vas sur le site, tu as genre une page avec 30 objets de merde, genre une tasse de café, un machin, un truc. Il y a une Tesla, j'avais regardé, il y avait une voiture, tu vois, genre elle était à 300 euros, tu vois. Et il y avait des pauvres gars en train de renchérir de 1 centime par 1 centime et tout. Et franchement, c'est le site du BAD. Allez dessus, badez. Je pense que la Tesla, le temps qu'elle arrive au prix où elle part, je pense que tu as dû perdre genre 7 jours de ta life à renchérir 1 centime par 1 centime. Enfin, vraiment, ça m'a ça m'a soufflé, quoi. Donc ouais, bon, c'est cette histoire de j'ai passé du temps, donc je peux pas m'arrêter. Pareil à World of Warcraft, tu sais, si t'as passé genre 1000 heures à faire ton perso, le lendemain, si tu te dis je vais le supprimer ou je vais arrêter, c'est pas si facile que ça, quoi. Et puis c'est intéressant de dire ça parce que ça remet d'autant plus en perspective ce qu'on disait sur choisis bien tes objectifs, tu vois, et choisis bien ta passion. Je sais pas, genre, parce que si ta passion c'est d'être influenceur ou je sais pas quoi, ou de poster de la merde sur les réseaux sociaux, ou si tu passes beaucoup de temps à le faire, tu vas être d'autant moins susceptible que d'abandonner. Et donc, ça accroît l'importance de ta décision initiale, quoi. C'est ça. Après, on peut revenir vite fait sur tu sais, les histoires des stoppers dont on parlait. Parce qu'il y avait une anecdote marrante où en gros un psychologue, Paco Underhill, en fait il s'est fait chier à regarder des milliers d'heures de caméras de surveillance dans les centres commerciaux et il a identifié un truc qui s'appelle le butt brush effect, donc l'effet frotte-fesse comme diraient les Québécois. Et en gros il a remarqué que les femmes et un peu moins les mecs avaient tendance à arrêter leurs achats dans un magasin, donc souvent un peu bondé, dès qu'un frotte-fesse avait lieu, donc c'est-à-dire dès que leurs fesses touchaient une autre personne sans faire exprès.
Et en fait, si t'interviews ces personnes qui sortent du magasin, en fait, tu fais, mais pourquoi vous êtes sortis? Bah, elles vont te répondre, ouais, je sais pas, je devais aller chercher mes enfants à l'école, tu vois. Enfin bref, elles se rendent pas compte qu'elles sortent à cause du butt brush effect. Et donc, voilà, il dit, t'as aussi une science qui est la science d'identifier en fait un certain nombre de stoppers, tu vois. Qui en fait font que les gens arrêtent l'activité en cours, et donc il se trouve que dans les magasins c'était de réarranger un peu les magasins pour qu'il y ait moins de butt brush effect, tu vois, pour garder les gens dans le centre commerciaux. Mais ouais, si tu veux, c'est les histoires de Flappy Bird, c'est les histoires de Netflix qui autoplay, tout ça c'est des stoppers, quoi. Et donc bon, on en a déjà parlé, mais c'était Ouais, pour en ouais. mettre une couche, quoi. Ouais, non, c'est ça. En fait, il y a l'aspect, genre, tout ce qui est autoplay, c'est l'aspect, effectivement, enlever l'effort, enfin, transférer l'effort de Ouais, la continuation de la consommation vers l'arrêt de la consommation. Donc, ce qui te réclame un effort maintenant, c'est d'arrêter. Ça, c'est un point. Et après, il y ouais. a le deuxième point, qui est ce que tu évoques là, qui est genre de rendre l'expérience la plus intuitive et la moins La, cognitivement chiante possible. la moins butt brush. La moins bad brush. Et en gros, ça rejoint tout ce qu'on appelle, tu vois, tout ce qu'on appelle le frottement. En fait, il faut réduire le plus possible le frottement pour Ouais, réduire la déperdition d'utilisateur. c'est En fait, ça, ouais. c'est quoi le frottement? C'est dans le virtuel, c'est des temps d'attente qui sont trop longs. Donc, un site qui n'est pas assez rapide, par exemple. C'est une charge cognitive qui est trop lourde, donc trop de texte, pas assez d'images, pas assez de machin. Il faut rentrer ton adresse mail, ton adresse, tes trois Exactement. adresses, ton téléphone portable, ton téléphone fixe, tout ça, c'est du Voilà, frottement. voilà, c'est trop d'input demandé. Mm. Tu vois, donc pas assez rapide, pas assez visuellement attrayant, trop d'input demandé, etc., etc. Tout ça, c'est du frottement sur lequel il y a genre des centaines de milliers de designers qui bossent tous les jours pour le réduire. Ouais. Et, Ils ont fait ça sur les places de parking à Paris, tu sais, quand tu veux payer ta place de parking, tu vois. ouais. Genre, ils ont mis un giga frottement, en fait. Comme ça, je la paye jamais, en fait, et comme ça, j'ai toujours une amende, tu vois. C'est-à-dire que le truc marche app, faut remplir 1000 trucs, C'est pas mal. c'est de la merde, c'est pas mal. C'est pas Tu mal. vois, les gens ont fait, mais ça, c'est pas mal, c'est l'inverse, du coup. Ouais. Bah justement, le comportement inverse existe aussi, et c'est souvent pour unsubscribe, pour se Ah, ben désinscrire à un ouais, truc. ouais, t'as raison, effectivement. Ouais, Tu vois? ouais. Ça s'appelle notamment des dark patterns ou du dark design. En général, le design, c'est rendre l'expérience utilisateur la plus agréable possible et donc enlever ce frottement. Et Mm. le dark design, c'est c'est rendre l'expérience désagréable parce que le mec est en train de faire un truc que tu veux pas qu'il fasse. Ah, putain. Tu vois. Et par exemple, tout ce qui est reconduction automatique des abonnements, pour te désinscrire, tu dois envoyer un courrier ou tu dois cliquer à 1000 endroits obscurs. Tu vois, tout ça, c'est du dark design. Ah, putain. Ah oui, ou tu sais, je sais pas si vous avez souvent. Maintenant, il y a ça, c'est de plus en plus à la mode. Il y a des espèces de pop-up où genre Ouais. il te dit Hey, veux-tu t'inscrire à ma newsletter? Et c'est genre oui, je suis génial, je m'inscris à la newsletter car je suis génial. Et genre non, je suis une énorme merde, je refuse de m'inscrire à la Non, newsletter j'ai jamais et, vu. euh, et je tue des enfants. Tu vois. Ça, par exemple, c'est du dark design, mais au niveau du message. C'est genre D'accord. s'il fait pas le truc qu'il veut que tu fasses, tu l'insultes limite. Tu vois. Tu dis genre, par exemple, un exemple, c'est genre Greenpeace pourrait faire ça, mais je dis pas qu'ils l'ont fait, hein, c'est un exemple fictif. Ouais. Il pourrait dire genre, voulez-vous nous aider, nous donner pour les animaux? Oui. Ou genre, non, je ne m'intéresse pas à la cause animale. Tu vois. Et en fait, c'est un peu une forme de shaming, tu vois. Ouais, j'avoue. Tu vois, c'est pas que je m'intéresse pas à la cause animale, c'est juste que là, en l'occurrence, je veux pas te donner. Mais tu vois ce que je veux dire. Après, Ouais. encore une fois, je pense qu'ils le font pas, hein, mais c'est un exemple Non, théorique non, de oui, dark oui. design. Ok, c'est marrant. Et ouais, on parlait des chiffres, du coup, ouais, entre octobre 2015 et mai 2016, apparemment, sur 190 pays. Donc, alors, il dit la plupart, je sais pas ce que ça veut dire, la plupart des gens regardent la première saison d'une série en 4 à 6 jours, à hauteur de 2h30 par jour. Voilà, je sais pas, je me dis que c'est pas possible, quoi, mais apparemment, c'est ça les chiffres, quoi. Donc, je Ouais. sais pas, c'est juste énorme. Ouais, bah après, tu sais, il y a des interviews assez connues je crois qu'il s'appelle Reed Hastings, le CEO de Netflix, Ouais. qui est une sorte de brute, enfin, qui est un mec assez brillant. Euh, et en gros, lui, à plusieurs reprises, il répète que qu'il a pas très peur de la compétition, Mm. euh, des autres plateformes de streaming ou les autres médias. Et ce qu'il dit, c'est que son principal compétiteur, c'est tes loisirs et tes Putain. activités. Oh Ouais. putain. Bah, et en plus, il Ah, le c'est dit cash, tu chaud. vois. Bon, Ouais. maintenant, il le dit de moins en moins, mais genre, il y a Ouais, merci. Ouais. 5-10 ans, il le disait, genre,
Moi, ma principale compétition, c'est le temps de sommeil, le loisir et le temps passé avec ta famille. Ouais. Mais j'avoue, je le vois un peu, tu sais, je sais pas, avec les potes ou les collègues de bureau, ou enfin les gens que tu vois un peu tous les jours. Quand, tu sais, du jour au lendemain, tu sais, en discutant, tu te rends compte qu'en fait, ils ont dû passer 4 heures à regarder Netflix, tu vois, parce qu'ils te parlent de 5 films et de 8 épisodes, tu vois. Ouais, j'avoue, putain, ça peut faire bader, quoi. Enfin bref. Ouais, et puis, je sais pas si en fait, tu peux te rendre compte aussi de cette histoire de consommation qui continue à augmenter de manière, t'as l'aspect, genre le temps que les gens restent derrière leur téléphone, mais il y a Hmm. aussi, effectivement, quand tu vois dans ton quotidien le nombre de fois où on te parle de films et de séries. Ouais. Je sais pas si tu te rappelais, genre, il y a 5-10 ans, quand on était un peu plus jeune, on On te parlait parlait pas, d'un, ouais. on te parlait d'un film tous les 2 mois, on te disait, ah, il a l'air sympa, on te parlait d'une série tous les 6 mois. Ouais, Là, aujourd'hui, genre, c'est limite relou maintenant. Tu regardes quoi comme série et tout? Ouais, putain. ouais, genre là, toutes les semaines, on te sort une nouvelle série. Ah, tu l'as pas vue, celle-là, elle est mieux que celle-là, etc. Enfin, tu Ouais, sens que la quantité de films et de séries consommées, elle s'est drastiquement accrue, même avant le Covid, tu vois. ouais, putain, ouais. Et en fait, tout ça, c'est du temps que tu passes pas, genre, à niquer, à t'occuper de tes enfants, Bah oui, à peindre, tu vois, genre, je sais pas. j'avoue, on peint pas assez. Euh, non, bah du coup, on va aussi parler un peu donc du futur de ces addictions comportementales et on va essayer d'évoquer quelques solutions. Et en fait, il y a un phénomène dont il parle, il appelle ça l'amnésie digitale. Moi, ça m'a assez marqué. Et en fait, voilà, bah, apparemment, il y a 91% des gens qui décrivent leur téléphone comme une extension de leur cerveau. Bon, alors ça, pourquoi pas. Mais la majorité disait avoir l'habitude de chercher sur Internet la réponse avant d'essayer de trouver par eux-mêmes. Et ça, pour le coup, moi, c'est un truc, ça me saoule vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu discutes avec quelqu'un, je trouve, tu vois, qu'une grosse partie de la discussion, c'est un peu le fun de chercher et de raisonner, tu vois. Et en Ouais, fait, quand ton pote sort son téléphone et commence genre à te lire la biographie de Louis XIII, tu vois, bah, genre tu t'en branles, tu vois. Deux, tu vas rien retenir de toute façon parce que tu sais, t'es pas arrivé ouais, à la solution en réfléchissant et en discutant, donc juste, tu sais, il te lit la page Wikipédia, tu t'en bats les couilles. Et trois, je trouve que ça casse l'ambiance parce qu'il se passe un truc quand quelqu'un sort son téléphone, je trouve que ouais. il se passe quelque chose, quoi. Il te nique le plaisir de la Euh, découverte aussi, quoi. ouais, mais je sais Enfin, le pas, plaisir de la réflexion, quoi. puis le Ouais, plaisir d'être avec lui, tu vois, enfin ouais, d'être ensemble, tu vois. Et, le troisième point, c'est qu'il dit 70% des sondés disent éprouver de la tristesse ou de la panique quand le smartphone n'est pas à portée de main. Et donc ça, c'est un truc aussi que je pense qu'il faut dire, c'est essayer de faire l'exercice en fait d'avoir le smartphone pas à portée de main. Ça, c'est quand même un truc qui peut être très bénéfique, c'est-à-dire de le mettre assez loin pour pas pouvoir y toucher. Genre quand vous êtes en train de lire, quand vous êtes dans votre bain, quand vous dormez, tu vois, d'essayer de, surtout quand vous dormez, de pas avoir le téléphone dans la chambre. Ça peut être vraiment des comportements qui peuvent, on va dire, réduire drastiquement votre temps sur le smartphone et le nombre de fois où vous le soulevez. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, ça, c'est une bonne technique que j'ai pas trop appliquée, mais il faudrait que je l'applique. Et c'est effectivement, genre, mettre le smartphone loin, mais aussi, même, par exemple, parfois sortir sans son smartphone, tu vois. Et Alors, ouais, ça peut être un peu tendu, putain. Je me dis, je serais en PLS. non, mais c'est ça aussi qui est ouf, c'est que ça, c'est plus un exercice aussi de prise de conscience. Ouais, Genre, essayer de sortir sans votre téléphone. Sur le papier, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de si grave, hein, tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, ouais. Mais tu te sens à poil, t'es là, genre, oh putain, genre, que faire de mon existence? Genre, aidez-moi, je suis en Bon, détresse, tu vois. alors Georges, il est hardcore, mais moi je vous conseille de commencer déjà à pas dormir avec. Euh, c'est déjà assez dur. Ouais, Donc, tu sais, il y a toujours des bonnes excuses, genre ouais, j'ai pas de réveil, j'ai pas de lampe et oui, tout. Tu l'achètes sur Amazon, ça coûte 20 balles, il y a aucun souci. ouais, Donc franchement, faites ça. Mettez-le loin quand vous faites autre chose et dormez pas avec. Et après, si vous ouais. êtes genre en mode extreme, vous faites Georges et vous sortez sur votre smartphone, mais ça c'est Non, mais après, non, mais en plus, c'est même pas sortir au quotidien, c'est juste de temps en temps, genre, tu vas acheter ton pain, sortir. quoi, ça que tu veux dire. Voilà, Ouais, exactement, d'accord. juste déjà pour acheter son pain, tu vois. Et Hmm. même pour ça, cette micro-sortie, c'est la panique, tu Ouais.
Et, Ouais, bah vous mettrez en commentaire si vous êtes sorti acheter votre pain et que vous avez perdu vos clés ou je sais pas quoi et que vous étiez niqué. mais ta gueule. Mais C'est voilà, sûr. non, mais voilà, Ouais, tu ouais, prends le pire cas de figure, tu vois. ouais, Oui, mais ouais. avant, les gens perdaient leurs clés aussi et ils survivaient quand même, tu Non, mais en fait, je suis juste vénère parce que j'ai pas pensé à faire ça, en fait. Donc, voilà, ça c'était pour la petite, c'est pour la petite astuce. Voilà, il cite aussi Hilary Cash de la société Restart. Donc, c'est une société qui s'occupe de l'addiction aux écrans. Et apparemment, ça a été appuyé par l'association américaine des pédiatres. Donc, les guidelines suivantes qui sont pour les enfants. Donc, pas d'écran avant 2 ans. Télévision passive, ok, jusqu'à 6 ans, donc jusqu'à l'école primaire. Et après 6 ans, elle dit on peut faire introduction aux médias interactifs, tout ce qui est iPad, smartphone, voilà. Et en règle générale, limiter le temps d'écran à 2 heures par jour, même pour les adolescents. Surtout pas de smartphone quand c'est l'heure de dormir, mais ça, c'est ce qu'on disait. Je vais quand même le combiner à une autre association qui s'appelle Zero to Three, qui ont une approche plus soft, mais aussi plus intéressante, je trouve, qui est de dire que l'enfant peut utiliser des écrans à condition qu'il interagisse avec eux. Donc, tu sais, si tu prends une application, mais pour apprendre des couleurs, tu vois, ou un truc de Apple is red, point to an vois. apple, tu vois, et où genre où l'enfant peut genre dire ah bah dans la chambre la table elle est rouge, tu vois. Et Ouais. j'ai compris, tu vois. Et en gros ils disent tout ce qui fait appliquer au monde réel et tout ce qui a un engagement actif, ça peut être à privilégier. Tu sais, quand Dora l'exploratrice elle te demande de compter les chauves-souris, apparemment c'est stylé, tu vois. Ok. Et donc voilà. Donc une approche un Ouais. peu différente que l'approche qui était 0 jusqu'à 2 ans, télé jusqu'à 6 ans, tu vois. Je trouve Ouais, ça plus intéressant, quoi. bah, moi, je trouve ça intéressant l'aspect interactif et en lien avec la vraie vie. Parce que c'est vrai que c'est pas la même chose. Genre, une expérience passive n'est pas la même chose qu'une expérience interactive. Et ça, on le dit pas assez. Enfin, ou je sais pas, moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Ouais, C'est qu'en fait, un écran n'est pas un écran. Tous les écrans ne sont pas équivalents. Genre, la ouais, c'est télé, ça. c'est pas équivalent à ton smartphone. Parce que Hmm. ton smartphone, c'est interactif, ça réclame des actions régulières. Et donc, c'est beaucoup plus addictif et c'est beaucoup plus susceptible de te maintenir éveillé que la télé. Ouais, Genre, il est beaucoup plus facile de s'endormir devant la télé que de s'endormir en étant sur un feed. ouais, Parce que c'est interactif. Et donc, effectivement, de distinguer l'interactif du passif, c'est important. Et effectivement, genre, tu peux avoir des expériences soit de réalité augmentée, soit des expériences derrière un écran, mais qui sont en lien avec la vraie vie, qui te dit, genre, fais tel truc dans ta salle ou danse devant ton écran. Là, effectivement, c'est un peu hybride entre la vraie vie et l'écran. Et peut-être que c'est moins nocif que. oui, oui. Et puis après, enfin là, on parle des enfants, donc effectivement, faut décider pour eux. Mais après, quand c'est pour toi, tu peux choisir aussi. Enfin, j'imagine que quand t'écoutes un podcast intéressant, c'est pas pareil que quand tu regardes Scorpion vs Migal sur YouTube, tu vois, genre et que c'est la 8e, tu vois ce que je veux dire. Donc non, c'est sûr qu'il y a aussi une notion de qu'est-ce que je Ouais, suis en train de branler qui rentre pas mal en ouais, jeu, mais tu quoi. vois, genre, en fait, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui aient beaucoup plus creusé le sujet et que ce soit un truc déjà établi. Mais tu Hmm. vois, genre, moi, par exemple, dans ma tête, j'ai établi une forme de hiérarchie tu vois, des activités. Ouais. Et bon, c'est extrêmement basique, hein, je l'ai fait comme ça à l'arrache en faisant caca, tu vois. En gros, genre, non, mais tu vois, t'as genre le niveau zéro. Le niveau zéro, c'est genre regarder genre, c'est genre regarder le profil d'une influenceuse lambda sur Instagram. Ouais. Ok. Ça Donc c'est ça, c'est zéro. niveau zéro. Niveau zéro, genre, je regarde le cul de la bonasse, c'est sympa, je suis content, c'est cool. Ok. Donc ça, c'est consommer du contenu de mauvaise qualité. Ok. Donc ça, c'est le niveau zéro. Après, tu as le niveau 1, c'est consommer du contenu de bonne qualité. Hmm. Donc, je regarde, j'écoute le nectar, c'est stylé. Tu vois, donc là, déjà, c'est beaucoup mieux que la bonasse, tu vois. Je sais pas. Ou le beau gosse, d'ailleurs, ne soyons pas misogynes. Euh, donc, c'est beaucoup mieux dans le sens où c'est voilà, un peu plus Hmm. intéressant, un peu plus enrichissant, mais ça reste de la consommation. Tu vois. Après, il y a le niveau 2, à mon sens, qui est la création. Tu vois. Et genre, pour moi, il me semble que, après, peut-être qu'il y a des études beaucoup plus précises là-dessus, parce que mais moi, mon gut feeling, tu vois, c'est que c'est plus enrichissant et épanouissant de créer que de consommer. Hmm. Et du coup, parce que, en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que moi souvent, je me réfugiais derrière, oui, je passe beaucoup de temps sur les écrans, mais je lis des trucs intéressants. Hmm. Ce qui était vrai, tu vois, c'est que genre,
je faisais l'effort et je lisais des trucs qui franchement m'intéressaient et que c'était du contenu de qualité, tu vois. Enfin, à mon sens, après ça reste subjectif, mais c'était vraiment quali. Tu vois. Mais en fait, ça suffit pas parce que tu restes un consommateur, tu vois. Et c'est juste une forme de consommation effrénée. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que ce soit moi, si un jour j'ai des enfants, dans l'éducation de mes enfants, ou avec moi, mon aspiration personnelle, ou avec mon entourage, j'aimerais bien qu'on essaye de tendre plus vers la création et moins vers la consommation. Non, j'avoue, c'est intéressant ce que tu... Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est-à-dire que... Ouais, c'est-à-dire que la création, c'est ton niveau ultime, quoi, en fait. Voilà, exactement. Et Ouais. ne nous réfugions pas vers le oui, mais ce que je lis, c'est pas mal. Tu vois. Hmm, hmm. Genre, oui, c'est pas mal, mais tu passes quand même 5 heures dessus. Tu vois, enlève 2 heures et Ouais, apprends à danser, apprends la poterie, apprends la sculpture, apprends le dessin, tu vois, crée quelque ouais, chose. ok. Prends des photos, tu vois. Ouais, ok, ok. C'est pas mal. Moi, j'avais aussi beaucoup aimé des méthodes qui décrit des méthodes qui sont utilisées par le Centre pour la motivation et le changement à New York. Donc apparemment, c'est pour aider les ados dans leurs addictions. Et tu vois, il disait, bah, par exemple, avec une fille qui regarde son Instagram des douzaines de fois par jour et qui se dit qu'elle est heureuse en fait parce qu'elle est connectée avec ses amis, bah, tu vois, les méthodes qu'ils appliquent, c'est qu'ils disent, bah, une session typique, ça commence avec une mesure de prêt au changement ou non. Donc ils disent, tu vois, par exemple, ils vont dire de 0 à 10, à quel point tu as envie de changer ton comportement. Pourquoi ce chiffre Quels sont les bénéfices d'Instagram? Comment penses-tu que tu pourrais mieux faire? Tu vois, ils disent, je suis pas là pour te faire la morale, juste pour voir est-ce que toi, tu penses qu'il y a des choses que tu pourrais faire mieux pour ta santé et t'aider si c'est le cas. Et en fait, c'est assez cool. En fait, ils expliquent que ça s'appuie sur un principe qui est assez connu, c'est de faire comprendre que c'est la personne qui Ouais, va choisir en fait si elle veut changer ou pas. Et typiquement, ici, tu as une expérience où tu sais, bah, tu faisais faire des puzzles à des gens sans être payé. Et à un autre groupe, tu leur faisais faire des puzzles en étant payé. Et en fait, dans le deuxième groupe, les sondages montraient que les puzzles, c'était pas si rigolo que ça, en fait, quand t'étais payé, tu vois. Et je trouve ça drôle, tu vois, parce que les gens faisaient la même chose, tu vois. Et donc, je trouvais ça pas mal, cette approche, en fait, de... Je suis pas là pour te dire ce qu'il faut que tu fasses, mais prends déjà l'hygiène de toi, noter toi-même ce que tu penses de ton comportement, tu vois. Est-ce que ça te rend heureux ou pas? Donc ça, je ouais. trouve ça cool. Non, je suis d'accord. Vachement intéressant. Après, on rentre un peu dans la psychologie de bas étage, mais genre, j'ai l'impression que tout ce qui est changement comportementaux, Ouais, ça est efficace que quand c'est intrinsèque, que quand ça émane de toi. ouais, Après, tu peux avoir des gens qui t'aident à faire aboutir ta réflexion, etc. c'est Mais il ça, faut ouais. quand même que ça émane de toi. Tu Bah, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Et un autre truc qu'il explique, parce que là, tu sais, on parlait de mettre son smartphone loin et tout, donc ça, c'est un peu dans ce contexte-là. Mais tu vois, il explique que les études montrent que les personnes qui évitent la tentation, en fait, s'en sortent beaucoup mieux que les personnes qui s'appuient uniquement sur leur volonté. Et donc, en gros, par exemple, si tu veux être en meilleure santé, bah, c'est mieux de te débarrasser des Kinder Bueno qui sont dans le placard plutôt que de les garder et de dire, bah, je vais pas les bouffer, tu vois. vois. Ouais. Bah, Ça marche, mais giga mieux, quoi, apparemment. Ouais, bah ça, je pense, c'est un concept assez connu. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, moi, je l'ai constaté, c'est que genre, je pense que la volonté je pense que par jour, tu as une quantité de volonté un peu définie, tu Ouais, vois. C'est comme ceux qui ouais, jouent c'est aux jeux ça, ouais. vidéo, tu as Ouais. t'as une quantité de mana, tu vois, jusqu'à ce que tu te rends compte, mais que ça régénère un peu. Mhm. Et en fait, cette volonté, vu que c'est une ressource rare et finie, Ouais. il vaut mieux la prioriser et le moins possible avoir à l'utiliser. Tu vois. Et donc, tout ce qui va te permettre de ne pas avoir à utiliser ta volonté, de type ne pas avoir les trucs néfastes à portée de main. Ouais. Donc, les trucs néfastes, c'est la malbouffe, c'est les écrans, euh, c'est euh, genre ton gun si tu es suicidaire, tu vois. Mhm. Euh, et genre, tu vois, tout ce qui te permet de, de ne pas avoir à utiliser ta volonté, c'est intelligent et ça va être plus efficace dans le changement de ton comportement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, Et euh, tu et vois, tu... et à l'inverse, c'est un peu la même chose avec les trucs bénéfiques. Les trucs bénéfiques, vaut mieux les rapprocher, mêler autour de toi, Ouais. fais en sorte que ce soit le plus accessible possible, et Mhm. parce que du coup, ça te réclamera moins d'efforts. Ouais, j'avoue, j'avoue. Et, C'est et comme du pour coup, toi avec tes trucs de muscu, là. Ils sont partout dans ta baraque.
J'avoue, mais ils sont pas du tout partout en plus. Mais ils sont là, ils sont, Ils sont là. ils sont là, ils sont là. Tu les vois pas, mais ils sont là. Donc on disait ouais, smartphone hors d'atteinte, pas de smartphone dans la chambre si tu veux pas, avant de te coucher, si tu veux pas le lire. Mais en fait, il y a d'autres astuces qui donnent, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux aussi supprimer certaines applications. Tu sais, au pire, tu les réinstalles plus tard. Hein, c'est juste le temps de te sevrer un peu. Ou Non, non, si tu les supprimes, c'est foutu. C'est ah ouais. foutu. Ne Non mais supprimez jamais les applications. Non mais c'est pas mal, vraiment ça permet de se sevrer et on sous-estime le sevrage. Et il y a un autre truc moi que j'avais kiffé et que j'avais essayé, parce que ça, je trouvais que ça marchait vachement bien, et tu peux le faire sur l'iPhone, c'est de le mettre en noir et blanc. Et en fait Ouais. ça marche Mais vachement... juste avant de mettre en noir et blanc, pour revenir sur l'aspect supprimer les applications. En Ouais. fait, supprimer les applications, ça rejoint ce qu'on disait sur ne pas être tenté, tu Ah bah oui, oui c'est ça. vois. Parce Ouais, qu'en fait, vu que tu as... Ah oui, ouais. ouais c'est juste d'autres Ouais. astuces là, mais effectivement, ouais, Ouais. ouais. Ça permet de pas être tenté. Ça Euh, permet de ne pas utiliser ta volonté, quoi. Ça rejoint la même démarche, je trouve. Exactement, exactement. Et mettre le smartphone en noir et blanc, en fait, ça a un peu un autre effet, là, pour le coup, tu sais, c'est que ça enlève, en fait, tu sais, au tout début, on parlait de Tristan Harris, de la base de données, des avatars, des petites choses qui vont faire que en gros, les développeurs vont réussir à te rendre addict. Bah, dans tout cet agrégat là qu'on donne, il y a aussi pas mal d'utilisation de la couleur, tu vois. Typiquement, Ouais. je vais jouer sur les couleurs pour te rendre addict, je vais mettre des petites pastilles rouges qui clignotent ou des machins, des trucs comme ça, tu vois. Honnêtement, de mettre le smartphone en noir et blanc, ça marche vachement bien parce que ça casse tout ce petit délire. En fait, t'as beaucoup moins envie de cliquer sur les trucs rouges, les machins. Et donc, ça Ouais. casse un peu tout l'effort qu'ils ont mis à te rendre addict. Alors, t'es pas obligé de le laisser en noir et blanc pendant toute ta vie. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai essayé pour voir. Et c'est vrai que c'est cool, quoi. Ça marche bien. Ça marche assez bien. Ouais, et puis je pense que ça rejoint un peu le darwinisme, etc. Je pense qu'on est programmé pour être plus sensible à certaines couleurs qu'à d'autres. Ouais, t'as fait. Ouais. Euh, et tu vois, Ouais. typiquement, le rouge, je pense que c'est un truc qui est hardwired, c'est pas un choix conscient. C'est genre le Ouais. rouge, on le regarde de fait, tu vois. Hmm. Et du coup, effectivement, le noir et blanc, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Bon après il y a des trucs, je trouve ça moins, un peu moins stylé, tu vois. Il a dit ouais, ayez un faux smartphone avec un trou à la place de l'écran. Donc, apparemment c'est un truc que tu peux acheter. Donc c'est genre tu le sors de ta poche et tu regardes le vrai monde à travers l'écran. Bon, ok si tu veux. Bon bon, Ah, on est en train de le perdre là. voilà bon à la merde. Non, par contre, il y a, Non mais c'est un cadeau que tu peux faire à quelqu'un genre pour le réveiller un peu, tu vois. Si tu veux, c'est pour le délire quoi. Mais ouais, mais après, tu après tu t'exposes à ce qu'ils se foutent de ta gueule éternellement. ouais voilà bon, c'est un peu chaud. Non, mais il y a un truc intéressant, c'est les read receipts, les accusés de réception. Ouais. Je sais pas s'il en parle. Ou Mm. en fait, Non, je vois en pas. fait, il y a un certain, c'est ce qu'on dit. En fait, quand tu regardes aussi donc il y a le constat global qu'on a fait au début de podcast, de dire que la consommation d'écran, elle ne fait que s'accroître et aujourd'hui, elle a atteint un stade démesuré qui est 3 à 4 heures par jour, ce qui représente un quart de ton existence. Okay, Mm. ça, on a fait ce constat-là. Et après, il y a des gens qui sont allés plus loin. Ils ont dit, OK, dans ces un quart dans ces 3 à 4 heures, qu'est-ce que les gens consomment le plus? Donc, Mm. quel type d'application? Et en fait, ce qu'on regarde, ce que les gens consomment le plus, c'est les applications de communication. Donc, SMS, WhatsApp, Appel, Skype, Messenger, tout ce qui te permet de communiquer avec autrui, en un. Et en deux, les réseaux sociaux. C'est les Mm. deux gros trucs. OK, et du coup, par exemple, les applications de communication, pourquoi elles ont autant augmenté leur consommation? Elles ont introduit déjà parce qu'elles répondent à un besoin primaire qui est de validation par autrui et d'interaction sociale. Euh, et aussi parce qu'elles ont introduit pas mal de trucs de design qui font que tu es de plus en plus engagé. Par exemple, tu as le Activity Indicator, le fait qui te dit est-ce qu'il est online ou est-ce qu'il n'est pas online. Mm. Tu vois, ça, par exemple, c'est un truc qui n'existait pas avant et qui pousse soit autrui à répondre. Mm. Parce qu'en fait, quand genre t'écris à quelqu'un et que tu vois qu'il est online et qu'il te répond pas, c'est Mm. perçu comme méchant, tu vois. Mm. C'est en mode il est online, il n'a pas répondu. Donc il y a Mm. ça. Et il y a le deuxième truc, c'est l'accusé de réception. C'est le fait que quand tu sais que le mec a lu ton truc. Ah, j'avais pas compris. Ok, d'accord, ouais. Ok, ouais. Ouais, Euh, t'as raison. Ouais. Ok, ouais. donc en fait, la combinaison de je sais quand la personne est en ligne et je sais quand la personne a lu mon message, Mm. c'est une injonction massive
à la réponse immédiate. Ouais, j'avoue. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en Hmm. fait, pourquoi c'est hyper dangereux? Parce que c'est du coup, c'est des deux côtés en fait. C'est Hmm. genre, comme je sais quand il est en ligne, comme je sais quand il a lu, bah, je suis obligé de répondre très rapidement. Mais sauf que lui, il va faire la même. Lui Hmm. aussi, il va répondre très rapidement et on va se répondre très rapidement comme ça éternellement des Hmm. messages de plus en plus petits et de plus en plus mongols, juste parce que non mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui, oui. Euh, et en vrai, genre c'est ouf, c'est la puissance de ces trucs-là, de genre Hmm. le online, est-ce que le mec est en ligne et est-ce que le mec a vu? Ouais. Bah tu vois, genre aujourd'hui c'est une expression du quotidien, genre il m'a laissé en vue, genre apparemment maintenant j'ai entendu récemment et Il tout, m'a c'est laissé en genre vue. ouais, genre ouais, j'ai envoyé un truc, il m'a laissé en vue, tu vois. Genre il Oh m'a putain, ken, je tu vois. connaissais pas. Et Je connais. ouais, c'est les Jones, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs plus personne dit Jones, putain. Et tu vois, genre, ouais, tu vois, t'as tout un bail de, genre, il a lu et il m'a pas répondu, Ouais. et en fait, c'est ça. Donc, c'est une injonction à la réponse la plus rapide possible. Et Ouais. c'est ça qui fait qu'en fait, on passe de plus en plus de temps sur les trucs de. Ouais, mais ça, c'est un exemple hyper concret, ouais, j'avoue. Ouais, c'est vraiment Ouais. Et un feature ce qui pousse à l'engagement, en fait. ouais, qui pousse à l'engagement de dire, genre, réfléchis que ce soit toi, combien de fois tu t'es efforcé de répondre parce que tu te dis, ah, ça se fait pas, il va voir que j'ai vu. Ouais. Mais du Toi, coup, quand tu. j'ouvre, ouais, du coup, j'ouvre pas, moi, mais ouais. Ouais, À bah, tu cause vois, de moi, ça, par à cause exemple, de ça. ouais, mais tu vois, genre moi, par exemple, il y a plein de fois où je me suis forcé un peu à répondre parce Hmm. que je me suis dit, ah, ça se fait pas, ça fait un jour et demi que j'ai vu et que j'ai toujours pas répondu, il va se vexer. Ouais. Tu vois. Et aussi, à l'inverse, on m'a reproché Hmm. plusieurs fois de ne pas être assez réactif dans les SMS, etc. Parce que je Ouais. pense qu'aujourd'hui, on a une exigence de réactivité qui est beaucoup plus élevée que celle de la génération d'avant. Tu J'avoue, avant, t'envoyais un pigeon voyageur vois. Ouais, et tu sais, et, il pouvait se faire bouffer et tout, tu vois. Hein. exactement. Et tu sais, même à l'époque des SMS, des appels, c'était beaucoup plus soft, c'était beaucoup plus lent. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, genre, tout s'accélère et c'est dangereux, je pense. Yes. Et bon, du coup, on va finir le bouquin, mais avec deux, trois idées là rapidement. En gros, voilà, autre idée, il dit, voilà, par exemple, quand t'es addict à Facebook, au lieu de te dire, je ne peux pas utiliser Facebook, tu te dis, je ne suis pas le genre de mec qui utilise Facebook. Et donc en fait, apparemment, la différence n'est pas du tout triviale. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études où, en gros, les gens devaient faire un entraînement physique. Et donc sur les gens qui se disaient, je ne peux pas rater mon entraînement, 10% n'ont pas raté l'entraînement. Et sur les gens qui disaient je ne suis pas le genre de personne qui rate un entraînement, 80% n'ont pas raté l'entraînement. Donc bon, enfin je sais pas, ça me paraît ouf quoi, mais genre c'est une différence phénoménale quoi. Donc ça peut être une petite idée. J'ai bien aimé aussi la politique du constructeur allemand Daimler, où en fait ils ont une politique où en fait si t'envoies un email à un de leurs employés pendant qu'il est en vacances, l'email il est supprimé et l'envoyeur reçoit une notification comme quoi l'email a été supprimé et que tu as une liste de contacts de personnes que tu peux contacter à la place. Voilà, comme ça les gens ne regardent pas leur email pendant qu'ils sont en vacances et, euh, et ne sont même pas tentés de le faire ou ne sont pas en stress de le faire, tu Ouais. vois. Donc ça Bah, c'est la même chose, c'est que du coup, tu ne reposes pas sur la volonté du gars. Tu vois. exactement. Tu, Et euh, tu le mec qui est automatises. vraiment le mec qui est en Ouais, vacances quoi. Voilà. ouais, Et voilà, dernier truc, pour court-circuiter les cliffhangers de Netflix, il te dit tu peux regarder le même temps d'épisode, c'est connu ça. Sauf que tu regardes à chaque fois 5 minutes de l'épisode suivant, tu sais. C'est-à-dire que ouais, si ton épisode il dure 45 minutes, bah, au lieu de regarder un épisode, bah, tu regardes 5 minutes de l'épisode d'après et t'arrêtes. ouais. Et en fait, du coup, au final, quand t'es rentré dans la saison, en fait, bah, finalement, tu regardes le même temps. C'est juste que Mm. t'as plus T'es le moins dans cliffhanger. l'attente de. Ouais, t'as Ouais, plus le cliffhanger. Parce qu'en fait, souvent, en plus, le cliffhanger, c'est de la merde, tu vois. Genre, il est résolu ou pas, tu sais, au bout de 30 ouais, secondes. Et voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, Irrésistible de Adam Alter. Donc, c'est pas un livre révolutionnaire, mais c'est vrai que voilà, ça a le mérite de s'attaquer à un sujet hyper important, hyper intéressant, dont on parle encore assez peu. Je pense que c'est en train d'arriver. Voilà, ça génère une discussion sympa. ouais. Euh, Ouais, bah moi, je pense que globalement, on commence à en parler beaucoup et ça commence à pas mal se démocratiser. ouais. Mais je pense que c'est un peu comme l'écologie ou comme la meilleure ou comme une ou comme la justice fiscale, tu vois. Ouais. Je pense que ça va devenir une marotte, tu vois. C'est genre un Ouais. sujet dont tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est grave, tout le monde sait qu'il faut agir et Mm. personne ne le fait. Euh, Ouais. et tu vois, je pense que ce sujet-là de l'addiction aux écrans va rejoindre un peu les sujets de l'écologie et la justice fiscale, dans le sens où pour moi c'est majeur, c'est hyper important. Un.
2, je pense que de plus en plus de gens sont au courant du problème et sont conscients que ça existe. Par contre, là où on va faillir, c'est au niveau de l'action, quoi. C'est genre, on va rien branler, on va rester derrière nos écrans, tu vois. Bah, je t'avoue, après, je suis peut-être un connard égoïste, tu vois, mais pour moi, il y a deux choses. Il y a le fait que déjà, bah, si moi je m'en rends compte et j'arrive à travailler dessus, bah, je suis content parce qu'après, bah, voilà, ça améliore ma vie et celle de mes proches. Et après, il y a l'autre côté, qui est, bah ouais, je me dis, si dans un futur proche, ça pouvait devenir un peu tabou, tu sais, de sortir son téléphone quand t'es entre potes. Je trouve que ça serait cool, tu vois, parce que ça permettrait d'avoir des interactions un peu plus cool. Et après, au-delà de ça, c'est vrai que je m'immiscerai pas dans la vie des gens pour leur dire ce qu'ils font faire. Donc je me dis, c'est peut-être un combat qui est pas forcément si compliqué que ça à gagner, dans le sens où bah, tu vois, tu peux faire un travail sur toi et en même temps, genre, juste prendre l'habitude que les gens sortent pas leur téléphone quand ils sont ensemble. Je pense que si le sujet se popularise un peu, je pense qu'on va vite arriver à un niveau comme ça. Et je pense que ça peut déjà être cool, quoi, je me dis. Bon, effectivement, c'est peut-être plus accessible. Ouais, c'est ça. c'est ça. Bah, je sais pas, tu voulais dire qu'on s'arrête là ou tu voulais conclure? Non, on s'arrête là. Moi, je trouve ça pas mal. Voilà, moi, je pense que le fait que les gens. Enfin, moi, je pense qu'il y a les trucs importants, c'est regarder combien de temps vous passez derrière les écrans. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des outils pour ça. Faites-le. Prenez conscience du truc, de un. Une fois que vous avez vu, prenez conscience des différentes techniques qui sont là pour vous niquer. Les accusés de réception, les indicateurs d'activité, est-ce qu'il est en ligne, est-ce qu'il n'est pas en ligne, les notifications, les boutons rouges, les autoplay, le dark design. Tous ces trucs-là, il y en a un certain nombre d'autres aussi qu'on n'a pas évoqués. Voilà, prenez conscience de ça et apprenez à les observer dans vos différentes interfaces. Et après, 3, effectivement, mettez en place les différents conseils qui ont été énoncés. Prenez ce qui vous plaît, enlevez ce qui vous plaît pas, genre écran noir et blanc ou téléphone loin, ou ne pas prendre son téléphone, tester, ou arrêter les notifs, supprimer les notifs. Ou, ah oui, on n'en a pas parlé, ça, supprimer les notifs, ouais, très important. Ouais. Supprimer les notifs ou supprimer l'application en elle-même, voilà. Prenez ce qui vous intéresse, testez. Et voilà, genre, je pense que c'est quand même un peu plus grave que ce qu'on veut bien le mettre. Bah cool. Bah merci, j'ai kiffé le setup anti-Covid. On met ça très vite. Ça marche, merci. Salut.